Bonjour à tous, bienvenue donc pour cette 4e édition de la Cité des débats organisée par la ville de Saint-Raphaël avec la revue politique et parlementaire. Le thème de l'engagement, vous avez donc déjà découvert quelques facettes de ce thème hier. Aujourd'hui, c'est un sujet à la fois vaste et très concret, s'engager par l'économie. Vous avez des invités d'une qualité remarquable, puisque un politique qui a été très engagé et qui est maintenant très engagé dans l'économie, un ancien ministre de l'économie, c'est pas rien, Arnaud Montebourg. Vous avez aussi, si j'ose dire, de gros poissons dans le domaine du conseil, avec monsieur Jean-Marc Moncellato, président de Deloitte France et Afrique francophone, qui est à ma gauche, avec Gilles Bonenfant, qui est président d'Eurogroupe Compagnie, et puis Christophe Rameau, qui est économiste, maître de conférences Paris 1, Centre d'économie de la Sorbonne. Et vous avez l'habitude de phosphorer, si j'ose dire, sur la façon de réconcilier l'économie dans le domaine sociétal. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Les Français sont fâchés, hein, vous allez nous raconter ça, sont fâchés un petit peu avec l'économie. Il y a un désenchantement de ce qu'on peut faire, pas tant pour enrichir les gens que pour qu'ils vivent mieux avec toutes les données de l'économie. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu de nos conversations quand on a préparé cette table ronde. C'est finalement comment rendre à l'économie ses lettres de noblesse et peut-être réfléchir à est-ce que l'économie a un primat sur le politique ou est-ce que c'est l'inverse ? Il me semble, moi, que le politique doit donner aux acteurs de l'économie les armes pour que tout un chacun trouve sa place dans la société et vive le mieux possible. Alors, je vais commencer avec vous, Arnaud Montebourg, évidemment, puisque vous avez fait une reconversion ô combien méritée et réussie, si j'ose dire, hein, la compagnie des amandes, la défense des apiculteurs. Enfin, vous êtes maintenant engagé dans de nombreuses sociétés. Racontez-nous tout d'abord votre reconversion et qu'est-ce que ça signifie pour vous s'engager par l'économie. Alors, merci de votre invitation. Je suis heureux de saluer tous les visages et plaisir et honneur à reconnaître, ainsi que les interlocuteurs à cette table ronde. Écoutez, c'est une reconversion, j'allais dire, par la création d'entreprises, c'est-à-dire très modeste. Nous avons imaginé, j'ai imaginé, c'est vrai que c'est devenu depuis un collectif, de poursuivre le combat politique par d'autres moyens, comme aurait écrit un spécialiste de la guerre. Hein. C'est par d'autres moyens, poursuivre les mêmes buts. Donc moi, j'ai toujours été un militant politique réfractaire à la mondialisation, reprenant d'ailleurs la phrase extraordinaire de Jürgen Habermas, qui avait écrit, il y a maintenant une vingtaine d'années, « La mondialisation, c'est l'effondrement du pouvoir d'achat des bulletins de vote ». Il signifiait ainsi que la perte de contrôle sur le destin économique et donc social de la société justifiait qu'on démondialise, c'est-à-dire qu'on rétrécisse le monde tel qu'il aujourd'hui s'impose et donc n'est plus entre les mains des hommes. Donc l'économie est... Alors ça, c'était des choix politiques, la mondialisation a été décidée. Donc quand j'ai décidé de créer des entreprises, j'ai décidé de relocaliser un certain nombre de productions agricoles et industrielles et de réussir par la mutation du modèle économique, démontrant qu'il est parfaitement possible de mettre en rapport les besoins locaux, c'est-à-dire d'une nation comme la France, avec les productions locales. Alors évidemment, quand on se situe mondialement, et les conseils ici qui vont s'exprimer le savent mieux que d'autres, la mondialisation est un prix mondial. Donc si vous n'êtes pas au prix mondial, vous faites faillite. Mais vous avez un retour du désir de proximité, du circuit court. Alors ça, c'est la version écologico-agricole. Mais en fait, vous avez un désir de souveraineté, c'est-à-dire que vous êtes prêt à payer le prix des médicaments plus cher pour avoir le droit d'en disposer et de vous soigner. Vous avez le désir de ne pas être dans la main d'autres pays qui disposent des brevets, des produits et qui ont les moyens de vous faire chanter, puisque c'est exactement ce qui se passe dans la guerre économique qui s'intensifie, qui se durcit. Et donc les choix
j'allais dire, entrepreneuriaux, ont un rapport avec des décisions politiques. Et si tout le monde pouvait se mettre finalement, s'aligner sur ces choix-là, je pense que la nation serait une nation prospère et pleine d'avenir. Oui, mais alors justement, est-ce que quand vous étiez ministre de l'économie, de l'engagement, je vais dire, de l'économie, il y avait une forme de frustration? Est-ce que vous dites je suis plus engagé aujourd'hui que quand j'étais engagé politiquement et en tant que ministre? Non, c'est différent parce que, bon, quand vous êtes ministre, vous déployez une vision, vous faites des grands discours et puis vous avez peu d'applications. C'est la mécanique, j'allais dire, c'est l'entropie du système. Bon, quand vous êtes entrepreneur, vous faites aucun discours, vous faites, puis un jour, on vous dit « Oh, c'est pas moi ce que vous avez fait ». Vous dites « Bon, bah, je vais vous expliquer ce que j'ai fait ». Là, vous faites le discours, mais les années après. Mais c'est beaucoup plus modeste. Bon, donc on change d'échelle, mais en même temps, on est dans le concret. Et moi, j'ai besoin de ça. Dans la vie, on a besoin de ça, parce que j'ai été parlementaire pendant 15 ans. Bah, quand vous êtes parlementaire, bah, vous parlez. Voilà. Mais à un moment, il faut agir, faire et transformer. Voilà, donc c'est juste un changement d'échelle, c'est très complémentaire. Et donc, on a besoin des deux. On a besoin de déployer une vision, on a besoin de gens qui font, on a besoin que ces gens-là travaillent ensemble. En revanche, ça, vous voyez, s'il pouvait y avoir un continuum sociopolitique, ça serait pas mal. Jean-Marc Comon-Sellato, pour vous, l'engagement par l'économie, à votre niveau, qu'est-ce que ça signifie? Merci pour votre invitation. Juste avant de commencer, une remarque. J'ai plus l'habitude d'être dans un panel où il n'y a que des hommes, à part vous, madame. Donc j'espère qu'on fera mieux la prochaine fois, parce que 4 panélistes, 4 hommes, c'est un peu anachronique quand même. Donc je vais m'habituer, mais c'est une première fois depuis fort longtemps. Donc si on revient au sujet qui nous occupe aujourd'hui, l'engagement par l'économie, il y a deux choses. Un, pourquoi l'économie est par construction engagée? Et puis après, je me ferai quand même l'avocat de la mondialisation, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Et l'économie, en tout cas l'économie qu'on connaît, l'économie libérale, qui est en simplifiant née à la Renaissance, elle part d'un engagement de l'individu contre l'économie de la rente, l'économie monarchique, pour créer un système d'économie de flux. On est à Florence, on est à la Renaissance, et ça va donner le monde moderne dans lequel on vit. Et tout acte économique, c'est un acte de liberté individuelle et collective qui veut créer quelque chose. Et on a beaucoup glosé sur la thèse de Friedman de l'école de Chicago il y a 30 ans, quand il dit que le seul but de l'entreprise, c'est de créer du profit pour les actionnaires. On a beaucoup glosé, mais on n'a jamais lu jusqu'au bout Friedman. Et quand vous lisez jusqu'au bout, à la fin, il dit parce que c'est aux actionnaires d'agir dans la société avec les profits de l'entreprise. Donc lui transfère la responsabilité sociale sur l'actionnaire. Bon, aujourd'hui, on a évolué. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec Friedman, mais c'était un peu moins simpliste que ce qu'on prétend aujourd'hui, sa thèse. Mais aujourd'hui, on voit bien, quand on voit les entreprises françaises ou internationales, que de plus en plus, elles évoluent vers une autre définition de l'entreprise proche de l'engagement. C'est que peu ou prou, toutes, elles cherchent à produire des voies profitables pour créer un avenir désirable, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans la consommation, que ce soit dans l'agriculture, avec l'impératif du profit. Parce que quand vous vous confrontez au profit, à la finance, vous vous confrontez au réel. Tant que vous n'avez pas commencé à compter l'argent qu'il faut investir et à compter l'argent qu'il vous faut pour rentabiliser l'opération, vous n'êtes que dans l'incantation, la pensée magique. C'est la finance qui vous fait arriver en prise avec la réalité, avec les défis. Et je prends un exemple sur la mondialisation, parce qu'il faut bien que quelqu'un en fasse l'avocat. La mondialisation, à mon sens, elle a répondu à ses promesses. De 1995 à aujourd'hui, on a gagné environ 2,5 milliards d'individus. C'est énorme. En 1995, on a 800 millions d'individus qui sont en malnutrition. Aujourd'hui, on a toujours 800 millions d'individus en malnutrition. C'est 800 millions de trop, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'en reste pas moins que les 2,5 milliards d'individus de plus n'ont pas été ajoutés à la malnutrition. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement eu un choix politique de la mondialisation, de transfert de ressources économiques du nord vers le sud. Industrialisation, pas avec des subventions, hein. Industrialisation, transfert d'économies de services au Maroc, en Inde ou ailleurs, qui ont permis aux populations du sud, qui sont celles les plus concernées par la malnutrition, de rentrer dans le train du développement économique et donc d'améliorer le niveau de vie de leurs citoyens. Dans le même moment, sans surprise, hein, la part du Nord dans l'économie, la création de valeur ajoutée, est divisée par 2. Donc on a fait un rééquilibrage, une sorte d'immense plan Marshall au profit du Sud. Et donc la mondialisation, en ce sens, elle a répondu pleinement à ses promesses. Avec deux limites, c'est sûr que le politique en Occident, ou les chefs d'entreprise en Occident, n'ont pas su expliquer ça.
Et aujourd'hui, une des tensions politiques qu'on a en France et dans beaucoup d'autres pays, c'est la dichotomie entre l'attente des citoyens qu'ils se pensent toujours dans un pays des années 90, puissance post-impériale, avec les pays d'aujourd'hui du Nord qui ne sont plus des puissances post-impériales, avec un monde qui s'est rééquilibré, qui va se rééquilibrer, d'où les tensions politiques. Alors néanmoins, avocat ne veut pas dire zélote. Là où je rejoins le ministre, c'est que la globalisation, elle doit évoluer. Et aujourd'hui, surtout post-Covid, la globalisation, elle doit coexister avec des circuits courts, avec une responsabilité sociétale, avec des chaînes d'approvisionnement plus responsables. C'est tout le sens de la directive européenne sur la CSRD, donc l'engagement responsable des entreprises. Donc elle doit évoluer, et aussi pour prendre en compte les tensions géopolitiques. On est redevenu, en tout cas pour l'Occident, pour le Nord, dans une économie de guerre. Donc l'économie, elle est engagée, c'est la clé de voûte de tout engagement. Parce que sans création de richesse, vous ne pouvez pas vous engager. Après, le politique est clé parce qu'il prend les décisions structurelles et le fléchage. Donc c'était pour cette introduction autour de l'économie engagée. Gilles Bonenfant, vous êtes président de Regroupe Compagnie. Là, on a des considérations macroéconomiques. Une boîte de conseil, quelque part, c'est un petit peu l'antithèse de ce que fait dans l'archi-concret Arnaud Montebourg. Pas du tout. Et alors, comment vous allez nous défendre l'engagement par l'économie? Mais pas du tout, parce que moi, j'ai la chance d'être président d'une ETI. On est 500 en France, on a un réseau international de 2800 consultants dans 28 pays. Et on a voulu garder cette particularité. D'abord, on est indépendant, 100% indépendant. On a une notion de transmission entre associés qui se fait d'ailleurs à la valeur nette comptable. Ça n'existe pas, ça. Mais ça veut dire qu'on veut faire perdurer une entreprise qui a été créée par mes aînés en 82. Thème de l'engagement, on a écrit pour les 40 ans d'Eurogroupe un ouvrage à plusieurs mains sur l'engagement avec deux mots, avec trois mots, vous en avez cité deux tout à l'heure, c'était agir, incarner et transmettre. Parce que si on ne représente pas finalement ce qu'on veut faire, ça n'a pas de sens. Alors il y a le regard que donnait Gianmarco d'un point de vue mondial, dans un groupe comme Deloitte, ça s'entend d'une certaine façon. Nous, on a voulu garder cette particularité, d'être capable d'agir près des hommes et des femmes, des pays ou des territoires sur lesquels finalement la valeur qu'on peut apporter, elle est encore, selon nous, encore plus perçue. L'engagement par l'économie, oui, si l'économie n'est pas là, il n'y a pas d'engagement. Et la vraie question derrière, c'est il ne faut pas non plus s'acheter une vertu par l'économie. On a un regard de plus en plus sévère, les gens qu'on recrute, nos banquiers, nos fournisseurs, nos clients, on regarde de plus en plus sévère sur nos entreprises pour savoir si finalement ce qu'on fait d'un point de vue engagement est réel et concret. Et c'est là où les contradictions, et Jean-Marco faisait référence au reporting qu'on met en place, ce sont de plus en plus des reportings qui permettent de regarder si finalement il y a de la sincérité. Donc moi je suis dans un engagement par l'économie sincère. Mais sincère, ça veut dire que ça sert aussi la profitabilité, la rentabilité de l'entreprise et qu'on s'inscrit dans une vision à moyen et à long terme sur la portée que peut avoir notre entreprise. Mais ça veut dire aussi refuser des marchés ou ne pas aller dans certains terrains de jeu parce qu'on considère aussi que ces marchés-là ou ces terrains-là sont finalement pas alignés avec une juste logique et un juste équilibre économie et engagement. Donc je rejoins le ministre sur la partie petite entreprise, puisque moi je suis patron d'une ETI, et cette logique de faire dans le concret. Notre pays manque beaucoup d'actions sur le territoire. Je suis souvent marqué par les plans et replans qui sont faits globalement pour accompagner les entreprises et sur la quote-part réservée au territoire, la quote-part réservée aux PME, la quote-part réservée à l'emploi local ou à la formation versus ces grands appels d'air qu'on fait sur des méga-factories, mais qui ne servent pas, selon moi, la réindustrialisation et le territoire et cette empreinte qu'on doit donner. J'ai un thème qui est compliqué sur la souveraineté. Je n'arrive pas à trouver la ligne de départition entre ce qui doit être une juste souveraineté nationale et une juste souveraineté européenne. Vous aviez lancé un certain nombre de sujets Oui, mais c'est un sujet qui est important par rapport au thème qui est là. C'est-à-dire que engagement par l'économie, où est-ce qu'on doit mettre nos frontières dans cette logique-là pour ne pas se retrouver dans un dispositif qui est trop autocentré et qui finalement réduirait notre capacité d'action française par rapport à une capacité de leverage au niveau européen. Je crois qu'il y a quand même une réflexion à avoir également sur le fait que pour les Français, s'engager par l'économie, ça reste encore quelque chose
de conceptuel, peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment de culture économique en France, qu'on ne l'apprend pas suffisamment au collège, au lycée. Alors bien entendu, il y a les écoles de commerce, on a l'impression que c'est le Graal, mais on voit bien avec Arnaud Montebourg que c'est loin d'être le cas et que c'est loin d'être suffisant, me semble-t-il. La réindustrialisation, elle va aussi passer par des gens à qui on a appris à être des entrepreneurs. Alors vous, Christophe Rameau, vous êtes un universitaire. Quelle réflexion vous avez? Parce que vous dites qu'il faut réconcilier l'économie et l'esprit républicain, c'est-à-dire le sentiment que j'ai, c'est qu'on vit dans un état de déréliction politique, en France comme ailleurs, hein, et que cette déréliction politique, elle vient du sentiment que, si vous voulez, la République, au moins dans notre pays, et heureusement dans d'autres, l'idée que le suffrage universel doit prévaloir, plus personne aujourd'hui quasiment ne remet ça en cause. Pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Il y avait une bonne partie de l'extrême droite qui n'était pas pour la République, qui fustigeait la gueuse. Je veux dire, aujourd'hui, la majorité de l'extrême droite s'est ralliée au suffrage universel. Et même chose à l'extrême gauche. On était pour la dictature du prolétariat. Aujourd'hui, l'extrême gauche, pour l'essentiel, se présente aux élections. Très bien. Donc, si vous voulez, l'idée que le suffrage universel doit prévaloir, que la démocratie doit prévaloir, il y a un très grand accord, en fait, là-dessus. Il y a plein de discussions après sur les modalités, la Ve République, etc. Mais il y a un accord profond sur l'idée que la démocratie doit prévaloir. Et là où il y a de la souffrance, c'est sur le sentiment qu'il y a un domaine essentiel de nos vies, l'économie justement, qui, d'une certaine façon, échappe à ce socle-là, à cette prise démocratique. Il y a le sentiment largement répandu que l'économie sert d'abord, pas uniquement bien sûr, mais sert d'abord les intérêts d'une infime minorité. Voilà, les inégalités, etc. Bon. Et le point de vue que je soutiens, c'est que pour répondre à cette déréliction, il faut oser mettre en rapport deux termes, ce qu'on ne fait jamais, le terme de république et le terme d'économie. Quand vous rentrez sur un moteur de recherche économie républicaine, alors j'ai sorti un bouquin il y a 2 ans sur le sujet, très bien, mais avant ça, économie républicaine, c'est quand même dingue, si je puis dire. Il n'y avait rien qui sortait. Enfin, si, il y avait des travaux d'historiens très passionnants sur l'économie, sur la Révolution française, sur la Troisième République, mais voilà. Mais on n'osait pas rapprocher ces deux termes. Et ce que je soutiens, c'est que ça vaut le coup de les rapprocher. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une économie républicaine? Il faut partir de la République. Là, il y a un auteur que j'apprécie beaucoup, qui est Marcel Gauchet, philosophe, historien, qui dit que la République, au niveau politique, elle a 2 volets. Elle a un volet libéral, qui est précieux. On ne peut pas vivre en République s'il n'y a pas la liberté de penser, de se réunir, etc., etc. Très bien. Mais la République au sens fort, la démocratie au sens fort, elle a un volet proprement républicain qui n'est pas libéral. C'est l'idée que on est tous sur un pied d'égalité, qu'on soit à bac+8 ou à bac-4, qu'on soit riche ou pauvre, dans l'isoloir, on ne compte que pour un. On élit des représentants qui votent la loi qui s'applique à tous. On peut la contester, on peut faire des manifestations, des pétitions. On ne fait pas sécession, on ne prend pas les armes. On respecte le vote majoritaire. Et donc ce second pôle de la démocratie, c'est le pôle de la loi, de l'État, de l'intérêt général qui n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers, même s'il y a une part de l'intérêt général qui résulte du jeu des intérêts particuliers. C'est le pôle libéral. Mais il y a un pôle qui n'est pas libéral. Eh bien, l'économie, c'est exactement pareil. Nous vivons dans des économies mixtes, et je dirais que nous souffrons de ne pas l'assumer pleinement. Voilà. Économie mixte, et ça, c'est valable dans tous les pays du monde. Économie mixte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, bien entendu, le marché, la concurrence, ça a du bon. Le XXe siècle est passé par là. On le sait que ça a du bon. L'un des pays qui a supprimé le plus de fonctionnaires ces 20 dernières années, c'est Cuba. Ils étaient montés jusqu'à 85%. Ils se sont aperçus que les coiffeurs, les agriculteurs, fonctionnaires, ça ne marchait pas. Et donc, ils ont privatisé. Le marché, ça a du bon. Mais en retour, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que, y compris pour que l'économie fonctionne bien, eh bien, il y a besoin d'un pôle qui prenne en charge le pôle de l'intérêt général qui n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers. Et ce pôle, c'est celui donc, de l'État social. Hein, vous dites qu'il n'y a pas assez d'État social. En France, déjà, particulièrement... on l'appréhende mal, l'État social. L'État social, pour moi, au sens large,
C'est la protection sociale, les services publics, le droit du travail et puis toutes les politiques économiques, budgétaires, monétaires, industrielles, commerciales. Et si vous voulez, on la prend en mal. Regardez, dans le débat actuel, là, on est en plein dans le débat sur le budget. Et, comment dire, pour appréhender l'intervention publique, qu'est-ce qu'on ressasse comme indicateur? L'indicateur de dépenses publiques. On nous dit, oh là là, les libéraux nous disent, oh là 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 là, la dépense publique, c'est 57% du PIB, vous vous rendez compte, c'est excessif. Et ce que la plupart des gens ont en tête, quand ils entendent ce chiffre, c'est qu'il ne reste plus que 43% pour le privé. C'est facile à calculer. C'est faux. C'est faux. La dépense publique, c'est 1600 milliards, à peu près. Ça équivaut bien à 57% du PIB, mais ce n'est pas une part du PIB. La dépense privée, quand on la calcule comme la dépense publique, c'est plus de 200% du PIB. Vous avez bien compris que ce n'est pas des parts, là. Et donc, pour appréhender, y compris le poids de l'intervention publique, l'utilité de l'intervention publique, après, il faut savoir balayer devant sa porte, hein, on y reviendra. Je pense que les services publics, parfois, ils sont mal gérés, etc. Il faut savoir balayer devant sa porte. Mais dans la dépense publique, en fait, vous avez deux principaux volets. Et je pense que pour éclairer le débat public, c'est important de bien saisir ça. Vous avez ce qui sert à payer le travail productif des fonctionnaires. Il faut savoir que dans tous les pays du monde, c'est une convention de l'ONU, hein, on considère qu'un fonctionnaire, ça augmente le PIB. Ce n'est pas un improductif, hein, ça augmente le PIB. D'accord ? Un policier, un gendarme, un enseignant, une infirmière, un chanteur de l'Opéra de Paris, ça augmente le PIB. D'accord ? C'est comptabilisé comme tel dans tous les pays du monde et c'est très bien ainsi. Eh bien, ce qui sert à payer, donc il y a un premier volet de la dépense publique, ça représente à peu près 350 milliards, ça sert à payer la rémunération des fonctionnaires. Écoutez-moi bien. Ça n'a pas, donc ça représente 12% du PIB. Et ça n'a pas augmenté depuis 40 ans. Alors que ça aurait dû augmenter. Pourquoi ça aurait dû augmenter ? Parce que plus une société s'enrichit, plus elle devrait consacrer de l'argent pour l'éducation, la santé, la culture, c'est pas accessoire, c'est-à-dire des terres d'excellence des services publics. Ça n'a pas augmenté depuis 40 ans. Ce qui a augmenté, c'est la part de la dépense publique, mais en fait qui alimente directement la dépense auprès du privé. C'est ça qui a augmenté. Donc les prestations sociales, ce qu'on appelle les prestations sociales en espèces, donc les retraites, c'est 530 milliards, d'accord ? Mais ça, vous avez bien compris qu'un retraité, qu'est-ce qu'il fait avec ses pensions ? Mais il fait ses courses auprès du privé, ça alimente la consommation auprès du privé. Donc, ce qui a augmenté, ce sont les prestations sociales en espèces, c'est la part remboursée des médicaments, des consultations de médecine libérale, etc. Tout ça a augmenté. Il y a plein de subventions et transferts qui ont augmenté. Les intérêts de la dette, c'est rikiki, hein. Ça représente à peine 2% du PIB. Ça a plutôt baissé, d'ailleurs, depuis le milieu des années 90. Hein. Et ça continue à baisser, là, en pourcentage du PIB. Bon. Donc, si vous voulez, pour dire les choses autrement, quand on dit la dépense publique, c'est 57% du PIB, le chiffre n'est pas faux, mais c'est un indicateur totalement biaisé. Et moi, j'invite à retenir d'autres indicateurs pour bien saisir l'importance de l'intervention publique à partir du PIB. Hein, c'est un indicateur très précieux, le PIB, que je défends. On le calcule dans tous les pays du monde de 3 façons différentes. Je termine là-dessus. Approche production, valeur ajoutée, celui auquel on pense tout de suite. Et là, le poids de l'intervention publique, en France, c'est de l'ordre de 20%. Ça n'a pas augmenté depuis 40 ans, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, il y a l'approche revenu. Oui. Et puis en matière de revenus, je termine là-dessus, il faut savoir qu'en France, mais on retrouve ça dans les autres pays au monde, même aux États-Unis, même si c'est de façon moindre, il y a la moitié du revenu des ménages qui est socialisé. Les libéraux, souvent, je ne suis pas libéral, vous l'avez compris, je suis plutôt keynésien, républicain, mais les libéraux, souvent, me font des bisous sur le thème Christophe, on t'adore, parce que tu as des graphiques qui nous montrent quand on additionne les retraites, toutes les prestations et transferts sociaux, eh bien la somme de tout ça, vous vous rendez compte, depuis le milieu des années 80, c'est supérieur à la somme des salaires nets qui reçoivent tous les salariés, et près de 90% des gens qui travaillent en France sont salariés. Pardonnez-moi, quand on pourrait gloser des heures sur ces chiffres, mais qu'est-ce que vous voulez leur faire dire quant à l'engagement par l'économie ? Alors, je termine sur un troisième volet, excusez-moi. La moitié, en France, comme dans tous les pays du monde, la consommation, c'est à peu près 80%. Plus des 3/4 de la demande globale. Le reste, c'est l'investissement. Et bien, en France,
la moitié de la consommation globale, la moitié, vous entendez bien, elle est soutenue par de la dépense publique. Directement, consommation de services publics. Et puis indirectement, c'est toutes les prestations sociales, etc., qui alimentent la dépense des ménages auprès du privé. Vous voyez ce que je veux dire ? On vit dans des économies mixtes. Donc partons de là déjà. Et à partir de là, la grande question qui se pose dans tous les pays du monde, c'est tel ou tel domaine, tel ou tel secteur, est-ce qu'on va les confier plutôt au public, y compris sous quelle forme, plus ou moins décentralisée, ou est-ce qu'on va les confier au privé, y compris sous quelle forme ? Donc, et le point de vue que je soutiens, c'est voilà, on a 4 piliers d'État social, on a eu le néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est la finance libéralisée, le libre-échange, en lien avec la mondialisation, l'austérité salariale, la contre-révolution fiscale, on a baissé les impôts sur les plus riches et sur les entreprises, qui souvent leur appartiennent, pas tout le temps, mais voilà. Et puis la privatisation des entreprises publiques. Eh bien, tout ça, ces 5 volets du néolibéralisme, de mon point de vue, nous ont conduit à des catastrophes économiques et sociales, depuis maintenant plus de 40 ans. Et il faut remettre ça à plat, il faut donc réhabiliter l'État social avec la nouvelle frontière écologique. Je pense que c'est ça, la frontière. Alors vous dites l'engagement par l'économie, ce n'est pas gagné avec ce système d'économie mixte, justement, qui caractérise notre État et notre société. Réaction peut-être à chaud, Arnaud Montebourg, sur les chiffres qui ont été donnés, sur l'analyse portée par Christophe Rameau. Je vais d'abord réagir au président de Deloitte, qui a fait l'éloge d'un monde idéal et expliqué que c'était un plan Marshall. Le plan Marshall n'a jamais appauvri les États-Unis. La mondialisation a appauvri les pays industrialisés. C'est toute la différence. Donc là, c'est un débat intéressant, parce qu'en fait, la mondialisation est un produit politique qui a été négocié par les dirigeants occidentaux dans le dos de leur peuple et de leur population, sans ratification parlementaire. Voilà. C'est ça qui a été fait. Et d'ailleurs, il y a un zélote, pour le coup, tout à fait célèbre, c'est Pascal Lamy, qui a parlé, qui a expliqué que c'était la fin des nations et qu'il fallait maintenant mettre tout le monde en concurrence. Voilà. Donc on a mis en concurrence les ouvriers syndiqués du monde occidental, États-Unis, Europe, avec les esclaves asiatiques. Et on a dit, débrouillez-vous. Bon, alors, moi j'ai un chiffre qui n'est pas de Deloitte, mais de McKinsey, et qui est très destructeur de la démonstration du président de Deloitte. Il faut toujours opposer les cabinets de conseil entre eux. C'est toujours utile pour que la vérité émerge, car ce sont des slides qui coûtent très cher. Et alors, McKinsey a pondu un rapport dans les innombrables pontes de McKinsey, mais celui-là a retenu mon attention. Il a dit, voilà, la décennie 2000-2010, en gros, les débuts de la mondialisation avec l'arrivée de la Chine sans barrière douanière, c'était 2000-2001, entre 1994, les accords de Marrakech, et 2001, la reconnaissance du poids de la Chine dans le concert commerce mondial, dans le cadre de l'OMC, non plus du GATT, qui avait été supprimé en 1994, jusqu'à la grande récession 2008-2009. Cette décennie-là a été comparée avec la suivante, celle de l'après-crise de subprime jusqu'au Covid, c'est-à-dire 2008-2009-2020. Bon. Alors, vous pouvez juste regarder la dernière décennie, les revenus de 72% des ménages de l'OCDE, l'OCDE c'est 36 pays, ont soit stagné, soit baissé. 72% des ménages, c'est environ 500 millions de personnes. C'est pas rien. Donc cette mécanique-là, alors que dans la décennie précédente où les effets de la mondialisation ne s'étaient pas encore fait connaître, ce ne sont que 10 millions de ménages qui ont vu leurs revenus baisser ou stagner dans les pays de l'OCDE. Donc vous avez compris pourquoi il y a eu le Brexit, pourquoi il y a eu Trump, pourquoi il y a Le Pen, l'AfD, pourquoi il y a la rébellion partout en Occident contre ce qui n'est pas seulement, ce qui n'est certainement pas un plan Marshall, Monsieur le Président,
Le plan Marshall, c'est une coopération politique. Là, c'est une destruction économique, puisque c'est un appauvrissement des classes moyennes et des classes populaires dans tous les pays occidentaux. D'ailleurs, regardez les statistiques d'Eurostat. Regardez ce que vient de sortir Draghi, qui explique qu'on est en train de descendre partout, et particulièrement en Europe, mais également particulièrement en France, dans l'Europe. Il y a double décrochage. On a évidemment une situation dans laquelle les choix politiques qui ont été faits il y a 25 ans, aujourd'hui, les populations, par le suffrage universel, demandent une remise en question. Voilà ce qui se passe. Donc l'engagement par l'économie, il passe par le suffrage universel et la coopération avec ceux qui disposent du capital et qui font travailler le travail, n'est-ce pas? Donc cette alliance capital-travail, pour moi, elle se retrouvera dans un cadre, je réponds à mon voisin de droite qui posait une juste question, elle se retrouvera dans un compromis national qui n'est jamais le même selon les nations. C'est-à-dire quelle est la part de partage de la valeur entre les différents intérêts, quelle est la négociation actionnariat-salarié. Tous ces sujets-là demandent une discussion. Quand vous êtes mondialisé, il n'y a plus aucune discussion. Donc là, ce qu'a oublié le président de Deloitte, c'est que le problème, c'est la perte de contrôle de tous ces gens qui ont été habitués à décider. Ils ont perdu le contrôle. Pourquoi Johnson, avec son délire farfelu, a gagné? Il disait « take back to control ». Qu'est-ce que demandent les gens? Mais ils ne trouvent pas. Ils trouvent des gens qui s'amusent d'eux. Ils trouvent des gens qui leur mentent. Mon ennemi, c'est la finance. Ça, c'était super menteur. Non, mais c'est ça, en vérité. C'est toujours la même histoire. Donc, on change de crèmerie, on passe les alternances les unes après les autres, mais on n'obtient pas ce qu'on veut. Donc, ça commence à s'énerver dans les chaumières. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, il y a eu... Le plan Marshall n'existe pas. Il y a eu un appauvrissement de l'Occident. Et d'ailleurs, il était parfaitement possible d'avoir des stratégies de prospérité pour le monde asiatique qu'il a obtenues sans avoir des croissances extraverties, c'est-à-dire où ils sont devenus l'usine du reste du monde. Il y a des pays qui ont réussi. La Corée est un petit pays comme la France. Elle a beaucoup travaillé sur l'exportation, mais elle a toujours veillé à construire une économie intérieure dynamique qui a assuré en quelque sorte sa prospérité intérieure. C'est le scénario des 30 Glorieuses. Donc est-ce qu'on était obligé, d'autant qu'on nous a dit que l'Afrique allait enfin vivre heureuse dans la mondialisation formidable. L'Afrique s'est appauvrie dans la mondialisation. Regardez ceux qui ont tiré leur épingle du jeu. Je veux ajouter un point sur la slide McKinsey qui a retenu mon attention. C'est que pendant que 72% des ménages, l'économie a continué à produire de la richesse, cette richesse s'est allouée pour 80% de ce qu'elle a produit comme richesse dans 1% des fortunes. C'est plus des ménages, là, c'est des super ménages. Je ne sais pas ce que c'est, enfin, vous connaissez. Je n'ai pas les noms, on ne donne pas de noms ici, mais enfin, vous voyez. Donc ça, si vous voulez, ça serait bien qu'on entende ça chez Deloitte, Monsieur le Président. Alors, réponse pas justement. Seulement chez McKinsey. Pas seulement chez McKinsey. Réponse de Gianmarco Monsellato. La difficulté pour Deloitte, c'est qu'on est contraint par la vérité, si vous voulez. Donc c'est plus difficile. Le plan Marshall n'a pas été voté non plus. L'opposition américaine, autant le plan Marshall, utilise exactement vos arguments, Monsieur le Ministre, de manière très prémonitoire. Je constate que pendant cette période, l'Europe ne s'est pas appauvrie, le niveau de vie européen a augmenté. En revanche, ce que dit le rapport Draghi, c'est que l'écart de création de richesse entre les États-Unis et l'Europe, lui, s'est accru. Les États-Unis sont une économie beaucoup plus globalisée que l'Europe. Tout le monde en conviendra. Ils ne cessent de s'enrichir. Le modèle américain n'est pas un modèle que je vende particulièrement. Je constate juste que l'écart de création de richesse entre les États-Unis, économie beaucoup plus globalisée que l'Europe, et l'Europe n'a pas cessé de s'accroître. La révolte politique sur la globalisation, c'est vraiment une question de philosophie. Je ne considère pas que l'Europe soit une île coupée du monde. Si on n'avait pas fait la globalisation, qu'est-ce qui serait passé? Dans les 2,3 milliards, vous auriez eu encore plus de malnutrition, encore plus d'extrême pauvreté. Vous croyez vraiment que les Européens vont continuer à bien vivre tranquillement
de termes du commerce complètement défavorables au Sud, qui était la Trente Glorieuses. Vous croyez vraiment que ça aura duré encore 30 ans, que les Africains, que les Asiatiques auraient été contents de ne pas faire partie de la croissance mondiale? Bien sûr que non. Les politiques qui ont décidé de la globalisation, ils l'ont fait en temps lucide, en disant qu'il fallait un rééquilibrage des richesses, oui, du nord vers le sud, pour une sérénité et une paix mondiale. Ça n'a pas complètement toujours marché, mais dans l'ensemble, ça a tenu ses promesses. Ensuite, sur les populations qui votent les extrêmes, c'est indéniable. Pour ma part, et allez en Angleterre, monsieur le ministre, vous verrez à quel point les Anglais sont ravis d'avoir fait le Brexit. Ils ne demandent qu'une chose, c'est de revenir dans cette Europe si globalisée, si décriée. Mais le problème, il y a un point dont on ne parle jamais, et que vous avez abordé de manière indirecte, et je l'aborde d'une façon différente. Une des raisons, ce n'est pas la seule, et la raison que vous évoquez de rejet de la globalisation, elle est totalement réelle, j'en suis tout à fait d'accord. Mais une des raisons en France pour lesquelles les populations votent pour les extrêmes, c'est parce qu'en France, quelqu'un qui travaille conserve un tiers des revenus de son travail. Après, charge sociale patronale, charge sociale salariale, impôt sur le revenu, je ne tiens pas en compte de la TVA, parce que là, je ne peux pas le modéliser par rapport au revenu du travail. Un tiers. Alors, sans faire de parallèle facile, un serf au Moyen-Âge conservait un tiers des revenus de son travail. Les gens qui travaillent en France, même si oui, les 2 tiers qui sont prélevés sont redistribués en partie, la protection sociale, etc. Aucun autre pays n'a ce chiffre. Aucun autre pays ne prélève sur le revenu du travail 2 tiers. Aucun. Or, on est dans une économie ouverte à minima en Europe, oublions les États-Unis, oublions la Chine. Imaginons qu'on ferme les frontières avec les États-Unis et la Chine. Dans ces cas-là, il faut tous qu'on rende notre téléphone portable, parce qu'il ne fonctionne plus si on ferme les frontières avec la Chine. Donc, il faut accepter. Mais supposons qu'on ne vive qu'en Europe. Mais aucun autre pays en Europe ne prélève 2 tiers des revenus du travail. Aucun. Aucun autre pays en Europe n'a une situation où les retraités gagnent plus que les actifs en moyenne. Aucun. Ça n'existe nulle part. Aucun autre pays en Europe ne décourage le travail au même temps que la France. Vous citiez la Corée. La Corée, c'est pas aux 35 heures qu'ils sont, c'est aux 60 heures par semaine. Donc il y a eu des choix politiques qui n'ont rien à voir avec la globalisation qui ont eu lieu. Il y a des choix politiques de considérer que le travail salarié devait financer toutes les politiques publiques, avec les conséquences que ça a sur la démotivation, sur le sentiment de déclassement des classes moyennes qui alimentent les extrêmes, qui n'ont aucune solution, si ce n'est prêcher une pensée magique. Mais enfin, ça les alimente, et de plus en plus, malheureusement, ces extrêmes sont élus. Donc il y a une prise de réalité. L'économie, c'est la clé de l'engagement, parce que sans création de richesse, pensez au Venezuela, pensez plus loin à l'Union soviétique, il n'y aura aucun engagement, il n'y aura aucun mérite social, ça on le sait, c'est démontré. La difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, on a une difficulté démographique où dans tous les pays du monde, il y aura plus de retraités que d'actifs. Ça, c'est partout pareil. Bon, la France, simplement, c'est une particularité parce qu'on est le seul pays au monde à avoir fait le choix de la retraite par répartition. Tous les autres pays sont par capitalisation. Bon, c'est un choix qui en vaut un autre. Mais du coup, ça pèse sur le revenu du travail de manière massive, de manière excessive à mon avis. Et tant qu'on n'aura pas trouvé d'autres solutions pour financer les politiques publiques, tant qu'à mon avis, on n'aura pas mis la valeur travail qui est une valeur économique, de dire la création de richesse, elle doit quand même profiter d'abord à ceux qui la créent, aux travailleurs en France. Oui, relocalisons. Mais si c'est pour relocaliser en faisant que le travail n'est pas rentable pour ceux qui travaillent, ça ne servira à rien. On est bien d'accord là-dessus. Donc il y a tout un enjeu politique. La France a le sien. Les États-Unis ont leur, parce que leur propre système ont leurs limites. Ils y sont confrontés. Mais on a tout ce sujet-là. Le rapport Draghi est très intéressant parce qu'il jette un pavé dans la mare. Il dit 2 choses, le rapport Draghi. Il dit que les choix qui ont été faits en Europe ont créé un décrochage de création de richesse par rapport aux États-Unis. Pour autant, on peut l'assumer. On peut dire qu'on n'a pas envie du modèle américain, qu'on est très bien comme on est en Europe. Ça se conçoit. Et deuxième chose, et celle-là on l'oublie souvent parce que c'est plus polémique, il estime que l'Europe ne rattrapera ces créations de richesse que par une Europe fédérale. Parce que quand il propose le prêt européen de mettre un budget européen, effectivement, ça permettrait à l'Europe de passer une étape. Mais là, c'est un choix politique. C'est plus du tout un choix économique, c'est un choix politique qui a des conséquences. Donc en réalité, sur le plan de l'entreprise, on lui fait porter beaucoup de choses. Elle a créé la richesse. En France, c'est plus compliqué parce qu'en termes de compétitivité, nos travailleurs sont plus taxés en prenant tout. Donc forcément, par rapport à nos amis allemands, dont il ne semble pas que l'Allemagne soit un pays socialement moins disant, je n'avais pas remarqué, même aussi maintenant par rapport à nos amis espagnols, italiens, on est de moins en moins compétitifs. Je ne parle même pas des Américains qui ont fait des choix différents. Ce qui sera un danger demain pour l'engagement, ce qui sera un danger demain pour la souveraineté. La souveraineté passe par la compétitivité économique. Donc la globalisation n'est pas une fin en soi, n'est pas un remède miracle. La libéralisation non plus, il ne reste pas moins qu'elle n'est pas responsable de tous les maux qu'on lui met sur le dos, que des choix politiques ont été faits, sans vraiment tenir compte des conséquences économiques, et que économique et politique doivent travailler ensemble, j'en suis tout à fait d'accord, mais en considérant que l'économique ne peut pas tout et qu'à un moment donné, il faut aussi encourager la création de richesse si on veut pouvoir la répartir.
Alors, l'économique ne peut pas tout. Merci Gianmarco Monserrato. Je vois que Christophe Rameau-Bou, à vos côtés, n'est pas du tout d'accord avec votre constat. Arnaud Montebourg non plus, évidemment. Alors, on va... laisser dire tout et n'importe quoi. Alors, bon, vous voulez réagir tout de suite? Après, je voulais le sentiment de Gilles Bonenfant. Attendez, on va écouter Gilles Bonenfant. Sur le constat, et l'économique ne peut pas tout. Et j'aimerais bien qu'on aborde la question pour que ce soit très concret, pour que ceux qui nous écoutent aient aussi des solutions. C'est-à-dire, mais quid finalement de l'engagement de l'État? On se rend compte que dans notre pays, ça va pas. On se rend compte que les Français, effectivement, votent aux extrêmes parce qu'ils ne sont pas convaincus des choix économiques et de l'engagement de l'État par rapport à certains défis. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, Monsieur Bonenfant? Alors, je voudrais réagir sur une comparaison France-États-Unis, oui. Puisqu'on parle d'engagement et par l'économie. Là où le gouvernement américain met $1, le privé met $9. Entendez bien, hein, dans l'innovation, dans l'argent. Le privé, l'acteur économique privé, met $9. En France, souvent en Europe, mais en France, on attend tout du public. Et finalement, ça rejoint votre point, si on veut s'engager, si on veut aller vers ce qu'on a rapidement évoqué, la prise en compte d'évolutions climatiques, environnementales, la décarbonation, on voit bien qu'on ne peut pas attendre tout du public. Je veux dire, l'État ne peut pas se subvenir à tout. Il faut favoriser cet investissement complémentaire qui crée de la richesse et qui permet justement aux entreprises d'évoluer dans un monde qui est différent. Mais se comparer aux États-Unis sur des sujets d'innovation, c'est aussi, et le retard que vous soulignez tout à l'heure, qui a été souligné par Draghi, est réel, c'est aussi prendre en compte la capacité à l'économie privée à investir, et bien évidemment à y chercher un profit derrière, mais c'est aussi une façon de faire évoluer nos entreprises. Juste sur le point de la réindustrialisation, mon point d'attention et de souveraineté, et plutôt de se dire après quoi on court dans la relocalisation. Est-ce qu'on court après une relocalisation dite de rattrapage? Et je pense que là, c'est foutu. Faire revenir des sacs qui sont fabriqués à l'autre bout du main avec une main-d'œuvre, un coût qui n'a rien à voir, je ne crois pas qu'on arrivera à créer de l'industrie. En revanche, si on fait de l'industrie d'avenir, si on est sur des sujets industriels prospectif, si on crée une industrie qui est une industrie territoriale, si on crée une industrie de proximité, là on a réellement un coup à jouer et ça rejoint votre point, flécher notre économie ou flécher nos investissements sur des engagements ou sur des projets qui auront un vrai impact sur nos territoires. Et là je crois que dans les différents plans qu'on a lancés, on se trompe souvent de philosophie vers laquelle on doit mettre cet argent-là et on doit mettre cette économie-là. Encore une fois, si on est dans une industrie, une relocalisation de rattrapage, on ne fera pas revenir des productions qui sont faites loin. On peut conserver, on peut aider des entreprises qui pourraient quitter. On peut favoriser. Mais comme on est de plus en plus dans un besoin d'industrie de proximité, c'est valable pour la localisation. Vous voyez les difficultés qu'on a pour trouver du foncier. Regardez les difficultés qu'on a pour construire des logements à côté de ce foncier. Regardez les difficultés qu'on a pour aider des entreprises. Je reviens sur mon thème, PME, ETI, TPE. C'est là où on créera un emploi de proximité. Et donc, l'économie, dans l'engagement, c'est aussi être capable de flécher, c'est aussi être capable d'accompagner des projets qui sont à l'échelle territoriale. Et pour moi, si je reviens sur les aides d'État, c'est aussi être capable de s'engager aussi face à ces aides d'État. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir revenir, on doit pouvoir conditionner un certain nombre d'États au fait qu'on crée une vraie valeur sur place. Et je trouve que ces dernières années, peut-être décennies, on a un petit peu trop gaspillé cette économie-là parce que justement, on n'a pas veillé à cette capacité à faire preuve de vraie valeur ajoutée sur place et pas simplement aller chercher des crédits impôt recherche parce que ça crée une valeur et qu'on n'a pas d'employabilité ou de valeur ajoutée localement. Sur ce point-là, Arnaud Montebourg, sur l'économie de rattrapage, vous y croyez ou pas? Alors, écoutez, si on regarde un peu comment on pourrait faire pour remettre l'économie française à flot, hein, je rappelle que, hormis l'Île-de-France, toutes les régions françaises, y compris PACA, dans les statistiques Eurostat, sont tombées en dessous de la moyenne européenne de revenus par habitant. Donc on est une économie
on est en train de s'appauvrir. D'ailleurs, vous traversez la France, ne prenez pas les autoroutes, prenez les nationales, à louer, à vendre, à louer, à vendre. La France, c'est un désastre économique. Bon. Donc ça, c'est nos résultats à nous, dans la mauvaise insertion de la mondialisation. Ça, c'est certain. Comment on fait ? Faut lire Luanzi. Vous auriez dû l'inviter, ça aurait été mieux que moi. Il s'appelle Olivier Luanzi. C'est un expert industriel. D'ailleurs, lui, il a fait Deloitte. Vous voyez ? Enfin, il est parti. Hein. Bon. Mais c'est un garçon qui est un expert industriel et qui a fait les calculs à la fois micro et macroéconomiques, parce qu'il était chargé de territoire d'industrie par un des précédents gouvernements. Et il dit quoi ? Il dit, écoutez, il nous manque 1 million d'emplois pour être à peu près au niveau d'être en mesure de payer nos services publics sans dette, quoi, en gros. Il nous manque 1 million d'emplois qui correspond au retour à une balance commerciale à peu près équilibrée. Je rappelle l'année dernière, on était à moins 160 milliards. Vous enlevez les 50 milliards d'énergie, on est quand même à 100 milliards dans la balance dans le déséquilibre de balance commerciale. Ça veut dire qu'on fait un chèque de 30 milliards à la Chine, 30 milliards aux Allemands, et qu'on ne produit plus assez sur le territoire national. Donc de toute façon, on va être obligé de faire du rattrapage sur des produits dont nous avons besoin et dont nous sommes dépendants des autres. Donc ça, on est obligé parce qu'il faut qu'on relocalise entre 50 et 70 milliards en 10 ans. Mais vous croyez... Attendez. Oh là là, attendez. Non, parce que les chiffres sont terribles. Entre 50 et 70 milliards de chiffre d'affaires sur le sol français, si on veut remonter au niveau de l'Espagne, même pas d'Allemagne ou de l'Italie, hein, la part du PIB industriel en France. Donc on va être obligé de refaire des choses qu'on ne fait plus. J'ai fait faire une étude, moi, je l'ai financée moi-même. J'ai demandé à un think tank agricole avec toutes les filières agricoles, j'ai dit, on prend les 10 produits les plus consommés sur le plan alimentaire par les Français issus de l'agriculture. Alors là-dedans, vous avez le saumon, l'huile d'olive, les fruits rouges, les chips, les pâtes alimentaires, et qui sont les plus importés. Et ça correspond à 7 milliards de déséquilibre de la balance commerciale. Parce qu'en gros, en France, si vous enlevez les vins spiritueux et les céréales, tout le reste s'est écroulé. Bon, donc, qu'est-ce qu'on fait pour remonter ça ? Analyse. Il faut investir 9 milliards d'euros avec les opérateurs privés qui sont capables de le faire, qui se fédéreraient les agriculteurs, avec les usines de transformation à mettre avec les filières. 7 milliards d'euros, quand vous pensez qu'on a dépensé en 2 ans 85 milliards de boucliers énergétiques en distribuant de l'argent aux Français comme ça, et là maintenant, regardez ce que ça nous coûte en dette accumulée. Là, on demandait 1/10 à investir. Je rappelle que de la dette investie, donc qui rapporte, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Voilà. Et ça, il n'y a pas grand-chose qui se fait sur ce terrain-là. Donc ça, c'est du rattrapage à la limite. Parce que est-ce qu'on a besoin de développer l'huile d'olive en France ? Pourquoi on importe 98% de l'huile d'olive ? Excusez-moi, on consomme 45 000 tonnes d'amandes. Moi, je l'ai fait. Je fais une différence entre la manufacture et la production. Non, mais c'est de la manufacture derrière. Oui. Il y a de la manufacture. Excusez-moi, on importe 10 milliards de médicaments alcaloïdes par an. À quoi ça sert, le médicament ? C'est pour endormir le patient avant l'opération. 10 milliards. On a les champions du monde du médicament. On n'est pas foutu de trouver des solutions technologiques, il y a des problèmes environnementaux, et économiques, de modèles économiques, pour avoir nos propres médicaments alcaloïdes. Donc quand on va importer du curare et toutes sortes de choses qui servent à endormir, le jour où il y a des gars qui disent c'est plus pour vous, on va opérer sans endormir. C'est fini la péridurale. Non mais voilà, mais 10 milliards, c'est énorme. Mais on pourrait pas faire ça, monsieur le sous-préfet ? On pourrait, si on voulait. Mais ça, on s'en occupe pas. Donc on nous parle, c'est vrai, du Doliprane. Ça fait 4 ans que le feuilleton du Doliprane continue. Pendant ce temps-là, Biogarant, les génériques, ils vendent aux Indiens. Et on l'a fait bloquer.
Alors, Bah oui, mais voilà. Donc c'est une lutte permanente. Donc est-ce qu'il faut faire des génériques en France? C'est du rattrapage? Oui, c'est du rattrapage. Il nous faut du rattrapage parce qu'on est en retard. Excusez-moi, je parle trop. Non. Au contraire, je vais encore vous poser une question avant de passer la parole à Christophe Rameau. Concrètement, vous dites on n'est pas foutu. Et effectivement, sur l'exemple des médicaments, c'est très probant. Après la crise du Covid, le président Emmanuel Macron a dit nous allons reproduire en France des médicaments, etc., dont le Doliprane. C'est pas normal qu'on soit pas foutu de le faire à nouveau. Là, on se rend compte au bout de 4 ans qu'on patine. Pourquoi ? Sur quel levier ça ne marche pas en France? Pourquoi on n'arrive pas à s'engager par l'économie dans un domaine aussi concret? Je vais vous dire, parce que le système du prix sécurité sociale est une baisse de prix. Donc j'ai vu toute l'industrie du médicament, c'est très intéressant. J'ai fait le tour de la table, ils m'ont dit nous on est prêts, on a même fait une usine en commun pour faire ça. Qui a été payé en partie par l'État. Donc, c'est-à-dire qu'on a fédéré public-privé. C'est intelligent, ça. Bon. Mais la sécurité sociale dit, oui, mais moi, je veux baisser les prix. Parce que la sécurité sociale, c'est pas la même chose que l'État. Vous voyez, c'est ça, la France. Alors, après, on peut multiplier les exemples. Hein. C'est très intéressant, les gigafactories. Hier, j'étais chez Forcy Power, à Chasseneuil du Poitou, en face au Futuroscope. C'est la première usine de batterie, donc pionnière, qui exporte aux États-Unis, en Asie, très peu en France, mais beaucoup dans le reste du monde, qui est une usine qui a investi dans les systèmes de contrôle de la batterie et qui achète les accumulateurs. Les gigafactories qu'on nous vend sur le territoire, c'est des machines à fabriquer des commodités, c'est-à-dire des accumulateurs. Mais le système qui fait tourner les accumulateurs, ça... c'est pas en France, enfin si, il y a une seule entreprise qui le fait, qui a beaucoup de valeur, qui est d'ailleurs cotée en bourse et qui fonctionne très bien. Eh bien, à force de mettre des milliards dans les accumulateurs, d'abord, on risque d'être en surproduction, premier sujet, puisque la voiture électrique ne connaît pas le succès qu'on lui imaginait. Deuxièmement, on n'a pas investi dans un segment stratégique qui permet de contrôler l'utilisation de la batterie. Je ne suis pas très bon techniquement sur le sujet, vous voyez, mais vous avez compris qu'il y a le cerveau de la batterie et il y a les bras et les jambes articulés de la batterie, en gros. Le cerveau, on n'a pas été fichu d'investir massivement dans le cerveau pour contrôler les batteries du monde. Donc, en fait, nous sommes des confectionneurs à la solde des Chinois sur notre sol français. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du travail, on est des sous-traitants de pas très bonne qualité et en fait complètement dépendants. Alors, par contraste, il y a 10 ans, quand j'ai monté 34 plans industriels, j'avais travaillé avec le CEA, je leur avais dit quelles sont les briques qui nous manquent pour qu'on ait la batterie française. Parce qu'à l'époque, le PDG de Renault, M. Ghosn, qui s'est fait connaître pas seulement pour ses succès industriels et économiques, avait dit moi, votre batterie française, monsieur le ministre, j'en veux pas, je l'achète chez les Coréens et chez les Japonais. Je lui dis pardon, on va faire un plan industriel avec le CEA, on va mettre l'argent qu'il faut pour construire la batterie française parce qu'on en aura besoin pour éviter les dépendances. Et vous verrez que les Japonais et les Coréens, ils seront un jour dépassés par les Chinois. C'est le cas aujourd'hui. Les Japonais et les Coréens exitent, c'est les Chinois qui ont pris le marché, et nous sommes les sous-traitants des Chinois. Donc, on peut... Alors, malheureusement, j'ai eu un honorable successeur qui a connu un destin national, qui a abandonné ses plans industriels. C'est dommage parce qu'on aurait pu... Non, mais je dis ça sans forfanterie. Je dis juste que la planification, qui est un truc horrible, on fait tous dans nos boîtes des business plans. Hein, on planifie l'usage des ressources. La planification, ça a un avantage, c'est que ça permet de voir le long terme et de prendre des décisions stratégiques. Donc c'est comme ça qu'il faudrait qu'on prenne... Moi, je pense maintenant, on ne peut plus faire de macroéconomie pour réindustrialiser. Ça ne marche pas, on a tout fait, les politiques de ceci, de cela. On a tout fait, tout bien, comme le demande Deloitte ou McKinsey. Mais ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on est trop petit maintenant, ce que dit Louis Gallois, et qu'il faut qu'on fasse de la microéconomie. C'est-à-dire qu'on trouve des opérateurs, alors il faut prendre les entreprises existantes, et qu'avec le système bancaire et le système des assurances qui ont l'assurance vie, donc de l'épargne, on finance
les nouvelles usines, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, les petites usines sur les territoires qui sont des extensions, parce qu'il y a des projets dans les cartons de tous les chefs d'entreprise. C'est la position du fameux Olivier Luanzi, qui écrit un livre dont je vous, franchement, conseille la lecture, qui va bientôt sortir, sur comment faire. Il ne s'agit pas de dire il faut, c'est comment on va s'y prendre. Et franchement, on a l'argent, on a les hectares, on va les trouver, on a les gens qui ont envie. Il suffit juste qu'on crée une mobilisation nationale autour de cette cause nationale. Et que tout le monde s'y mette. Ça ne peut pas descendre d'en haut, ça doit venir de tous les bouts, d'en bas, d'en haut, à l'est et à l'ouest. Mobilisation nationale. Rappelons qu'il y a un commissaire au plan, en la personne de François Bayrou. On n'a pas trop vu, effectivement, ce qui ressortait en matière de planification jusqu'à présent. Voilà. Bon, enfin bref. Christophe Rameau, j'aimerais que vous réagissiez à ce qui vient d'être dit, en plus sur des choses très très concrètes. C'est-à-dire la France, pays de sous-traitants, la France où la sécurité sociale, c'est pas la même chose que l'État, et donc il y a une forme d'entrave quand même quant à l'engagement par l'économie. Comment dire, oui, enfin, pour rebondir, parce que vous avez évoqué, vous avez dit tout à l'heure, la France est le seul pays au monde à avoir choisi la répartition. J'ai bien entendu. Hein. C'est faux. Vous savez, il y a un pays au monde qui s'appelle les États-Unis, où 80% des retraités américains vivent majoritairement de ce qu'ils appellent la social security. La sécurité sociale. Ça existe depuis les années 30. Non, laissez-moi. Là, je peux pas. Non, mais laissez-moi. C'est juste faux. C'est Medicare, Medicaid. C'est pour les Américains modestes. Ça représente une firme très faible. Mais vous êtes, le système américain est par répartition. C'est le fort. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Medicare, Medicaid, c'est la santé. Je vous parle de la retraite publique. Laissez-moi finir. Non. Medicare, Medicaid, c'est pour la santé. D'accord ? Medicaid, c'est pour les pauvres. Medicare, c'est la santé pour les plus de 65 ans qui est gratuite. Ça représente la moitié des dépenses de santé. Il y a un autre système à côté du système de santé public américain qui existe, qui est la retraite publique américaine, monsieur, qui s'appelle la Social Security. D'accord ? Qui représente... Oui. Laissez-moi finir, parce que là, ça commence... D'accord ? S'il vous plaît. C'est le principal budget civil américain. La Social Security. Je ne parle pas de la santé publique. D'accord ? Il y a, j'ai mes défauts, un de mes plans préférés au cinéma, c'est un plan d'Hitchcock, dans Pas de printemps pour Marnie. Vous savez, c'est une femme qui va arnaquer ses employeurs. Elle est obligée de présenter des faux papiers d'identité. Et qu'est-ce qu'elle présente ? Des cartes de Social Security. Et il y a un gros plan d'Hitchcock sur toutes ces cartes de sécurité sociale, qui est la carte de retraite publique, qui existe, je le répète, depuis les années 30. Donc il y a de la retraite par capitalisation aux États-Unis, bien sûr. Ça représente l'équivalent de ce qu'on appelle les retraites complémentaires en France. C'est un point important. Hein. Dans tous les pays du monde, en fait, la plupart des travailleurs développés bénéficient d'une retraite complémentaire. On est le seul pays au monde où la retraite complémentaire, la GIR-CARCO, est comptabilisée dans la dépense publique. Pourquoi ? Parce qu'on est le seul pays du monde où c'est obligatoire et où c'est géré en répartition. En fait, dans tous les autres pays au monde, cette retraite complémentaire, elle existe. Mais comme elle est gérée en capitalisation, etc., elle n'est pas comptabilisée dans la retraite publique. Très bien. Mais je répète, aux États-Unis, il y a de la retraite publique. C'est très, très important. C'est le principal budget civil américain. Ça fait des années que les libéraux préconisent de supprimer ça au profit de la capitalisation. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi. Très bien. Alors, creusons un peu. La dépense publique, elle est plus élevée en France qu'aux États-Unis. Mais je vous répète, la raison pour laquelle elle est plus élevée, ce n'est pas à cause des services publics. Les services publics, ça n'a pas augmenté depuis 40 ans. La raison pour laquelle elle est plus élevée, c'est qu'on a fait le choix social en France de socialiser plus amplement qu'ailleurs la retraite, la santé. Alors, vous avez dit votre chiffre totalement aberrant, excusez-moi. On ne peut pas se disputer sur des querelles de chiffres. C'est-à-dire qu'il faut faire avancer le débat, s'il vous plaît. Non, mais quand vous dites qu'il y a un tiers du revenu des actifs qui leur reste dans la poche parce qu'il y a 2 tiers qui partent, je ne sais pas d'où vous sortez ce chiffre. Je vous demande sincèrement de me le communiquer et puis on en discutera. C'est un chiffre complètement aberrant. Par contre, il y a un point important. C'est qu'en France, comme ailleurs, il y a des retraités. La salle en témoigne. Et on a fait le choix en France de faire plutôt bien vivre nos retraités. Le niveau de vie des retraités n'est pas supérieur à celui des actifs. Il est supérieur à celui du reste de la population. Donc quand on prend en compte les enfants qui ne sont pas actifs. D'accord ? Mais oui, c'est important comme nuance importante. Et donc c'est vrai, par contre, là où on sera d'accord, c'est qu'on est un des pays au monde où le taux de pauvreté chez les retraités est l'un des plus faibles. On pourrait en être fier. On pourrait en être très, très fier. Et
on est un des pays au monde où la santé, il y a des systèmes de santé privés, il y a des mutuelles, il y a des compagnies, mais enfin, elle est globalement socialisée. Prenons l'exemple des États-Unis ici. La moitié des dépenses de santé aux États-Unis sont privées. C'est un record mondial. Christophe Ramon, pardonnez-moi, oui. On ne va pas rentrer dans ce parallèle France-États-Unis parce qu'on ne va pas s'en sortir et dans un petit quart d'heure, même pas, il faut prendre des questions qui viennent de la salle. Moi, j'aimerais qu'on avance sur ce qu'a dit Arnaud Montebourg et le constat que vous partagez ou non en tant qu'intervenants tous autour de notre table ronde, à savoir, puisque tout à l'heure vous avez habilement présenté le fait qu'il y avait une forme d'irréconciliation des Français avec l'économie, parce qu'on avait un système qui fonctionnait mal sur deux jambes entre économie mixte, public-privé. Donc comment vous réagissez à ce qu'a été dit Arnaud Montebourg ? Je pense qu'il ne faut pas confondre, si vous voulez, sur la mondialisation. Parce qu'il y a bien entendu un enjeu de relocalisation qui est majeur. Il ne faut pas confondre le marché, la concurrence, qui ont du bon, comme disait le général de Gaulle. La concurrence, ça stimule, et donc ça a du bon, bien sûr. Il ne faut pas confondre ça avec le capital, qui peut avoir du bon aussi. Mais ce qu'on a observé ces 40 dernières années, c'est que la mondialisation, en fait, elle n'a pas forcément, la plupart du temps, dans les grands secteurs, elle n'a pas favorisé la concurrence. Elle a favorisé la concentration du capital dans les mains d'une extrême minorité et qui a joué contre la concurrence, avec la formation de monopoles, d'oligopoles dans plein de secteurs, à l'échelle mondiale y compris. Et ceux qui ont tiré leur épingle du jeu, excusez-moi, quand on regarde précisément, parce que vous avez raison de dire que tout n'est pas noir, la faim dans le monde a quand même considérablement reculé ces 30 dernières années, mais en fait on s'aperçoit que ceux qui ont tiré leur épingle du jeu, si on prend l'exemple de la Chine, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas abandonné l'intervention publique. Mais mobilisation nationale pour de l'engagement au niveau local et au niveau microéconomique. Est-ce que ça vous parle? L'enjeu, bien sûr que ça me parle, mais je pense qu'il faut articuler micro et macro. Micro et macro, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un vrai enjeu de souveraineté industrielle et ça suppose de revenir sur ce qu'on a fait depuis 40 ans, c'est-à-dire le libre-échange, qui a bénéficié à une infime minorité, finalement. C'est là qu'il y a eu creusement des inégalités, mais le creusement des inégalités, c'est même pas au bénéfice des 10% les plus riches en France comme ailleurs. C'est au bénéfice des 1%, et à l'intérieur des 1%, des 0,01%. C'est ça qui s'est passé. Et donc, remettre en cause cela, ça signifie, de mon point de vue, remettre en cause, et pour ça qu'il avait besoin de macro, pas simplement de micro, remettre en cause la finance libéralisée, voilà. Remettre en cause le libre-échange, ça ne veut pas dire revenir à l'autarcie, bien entendu, mais mettre en place des règles de protection commerciale de façon à équilibrer les échanges. Et sur cette base-là, ça suppose le déploiement de politiques industrielles. Donc je termine sur un point, les États-Unis. Enfin, c'est quand même... Il faut qu'on soit tombé bien bas en France et en Europe pour que moi, économiste keynésien, je puisse prendre appui régulièrement sur ce qui se passe aux États-Unis pour dire, mais regardez, quelque part, ils nous montrent la voie. Les États-Unis ont mis en place ces dernières années des politiques industrielles massives de relocalisation de leur activité. Et ça marche. Donc c'est le sujet sur lequel finalement on revient en permanence. Et le déficit public américain, il est à 7% du PIB. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors vous allez me dire, il y a le privilège du dollar, mais non, mais il n'y a pas que ça. Donc il y a les Américains, quelque part, sont moins naïfs que nous. Donc le problème qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est qu'on a des élites économiques et politiques qui ont quelque part, qui ont fait le choix, de la mondialisation, de la construction, du dessaisissement en matière de souveraineté, et on aboutit effectivement à un décrochage économique européen. Donc là, je rejoins ce que vous disiez, on a un décrochage en matière... Mais les États-Unis mettent en place des politiques industrielles massives ces dernières années. Je pense que c'est ça qu'il faut... C'est vers ça qu'il faut s'orienter. Alors, il faut articuler ça, je termine ça sur l'échelle très micro. Il faut remettre en cause, il faut avoir un projet cohérent. Et là, l'exemple que je vais prendre, c'est l'exemple allemand. Vous voyez, je ne suis pas gauchiste effréné. En Allemagne, dans les entreprises de plus de 2000 salariés, les travailleurs ont la moitié des voix au conseil de surveillance, qui nomme le directoire de l'entreprise. Il y a une forme de cogestion. Eh bien, je pense qu'en France, on gagnerait à remettre à plat le fonctionnement des grandes entreprises. Et attention,
On a toujours l'image maintenant que tout le monde travaille dans les PME. Tout ça, c'est des bêtises. 30% des salariés en France travaillent dans les entreprises de plus de 5000 salariés. Plus de 20% travaillent dans les entreprises de taille intermédiaire, 250 à 5000 salariés. Ça fait plus de la moitié, tout ça. Et plein de PME en dessous sont en situation de sous-traitance par rapport à ces grands groupes. Les grandes entreprises, c'est toujours important. Eh bien, je pense que ces grandes entreprises, elles doivent cesser d'être guidées d'abord par de la rentabilité actionnariale au profit d'une infime minorité. Elles doivent aujourd'hui, bien entendu qu'elles doivent être rentables, faire des profits, etc., mais elles doivent aujourd'hui associer l'ensemble des parties prenantes. Il y a des actionnaires, mais il y a aussi des travailleurs. Il faut enfin respecter dans ce pays. Et donc, il faut comme boussole ce qui se passe en Allemagne. La moitié des voix au conseil de surveillance, ça permet d'avoir des entreprises où on respecte les travailleurs, des entreprises coopératives où il y a des conflits, mais on respecte les travailleurs. Et je vous assure que ça change, y compris les logiques productives, par rapport à ce qu'on a en France, où on a un capitalisme qui est beaucoup plus extraverti, quelque part, qu'en Allemagne. Réponse de Jean-Marc Moncellato, pourquoi pas sur ce modèle à suivre ou non. Réponse également de Gilles Bonenfant et d'Arnaud Montebourg. Réponse courte, messieurs, je suis désolée, parce qu'après, on va prendre les questions qui mènent de la salle. Le point, puisqu'on parle beaucoup de souveraineté et de relocalisation, je pense que c'est plus de la création de la relocalisation, mais encore une fois, on se trompe d'échelle. On cite l'intervention économique des Américains qui est réelle, qui est du keynésium pur, qui cessera si Trump est élu, mais en tout cas qui est réel, qui est un investissement massif. C'est dans son programme, en tout cas. Mais c'est un investissement massif de dette publique dans la transmission, dans la transition écologique. Donc eux le font par la dépense publique, l'Europe l'a fait plutôt par la réglementation. Mais moi, je ne suis pas contre d'avoir des politiques publiques d'investissement, non pas dans la protection d'entreprises qui vont disparaître, ce qui était quand même le prisme de la France ces 50 dernières années, mais dans la création de nouvelles entreprises, de nouvelles filières. Mais ça ne se fera pas au niveau français. La France n'est pas les États-Unis. C'est bien le rapport Draghi, ça ne se fera qu'au niveau de l'Union européenne. Il faut qu'on change d'échelle. On ne peut pas à la fois dire vouloir faire l'Europe et considérer qu'on est toujours l'Empire français sous Napoléon. Ça ne marche juste pas. La France n'a pas la taille critique pour concurrencer les États-Unis, la Chine ou n'importe quel pays sur la scène mondiale. Ça ne se passera qu'au niveau européen. Qu'on ait des échelles agricoles qui soient purement locales, bien sûr, mais au niveau industriel, la taille des marchés, la taille des investissements est telle que c'est simplement au niveau régional qu'on peut être compétitif. Donc moi, j'appelle de mes voeux, absolument, une politique économique européenne, souveraine, ambitieuse, qui accepte la concurrence internationale, parce qu'on n'a pas le choix, on sera toujours concurrencé par les Chinois et les Américains, qu'on le veuille ou non. Mais qu'il fasse au niveau européen, au niveau des nations, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France, que ce soit évidemment l'Italie ou l'Espagne, n'y arriveront pas seuls. L'Angleterre vient de s'en rendre compte très douloureusement avec son Brexit. L'Angleterre est un exemple parfait de la pensée magique du nationalisme et du désastre que ça crée pour leur population. Maintenant, la difficulté politique, c'est qu'on n'a pas passé le cap en Europe. Ça va être très difficile pour un décideur public français ou allemand dire désormais on est ensemble, désormais c'est un budget commun, désormais c'est une dette commune, désormais c'est une fiscalité de plus en plus commune. Moi, ça fait 20 ans que je plaide pour un IS européen. Tous les gouvernements de droite et de gauche m'ont dit jamais, John Marco, on veut avoir le pouvoir de baisser la TVA sur la restauration, nous ne ferons jamais la fiscalité européenne. À un moment donné, il va falloir que les décideurs publics choisissent entre jouer dans la cour internationale, avoir la souveraineté pour le bien de la population, ce qui suppose une vision beaucoup plus européenne, communautaire et moins nationale, ou de rester national, mais dans cela on accepte de sortir du jeu, on accepte de sortir de l'histoire et d'être dépendant des autres. Moi j'ai choisi le choix que je préfère, mais il faut regarder la réalité en face à un moment donné. Alors, Gilles Bonenfant. Merci. Juste s'engager par l'économie, on avait un petit aparté. Derrière l'argent qu'on peut mettre pour ces territoires, il y a quand même un autre sujet sur l'industrie, c'est trouver des citoyens qui ont envie de bosser dans ces industries-là. Et mon point sur les industries de rattrapage, l'aparté qu'on faisait, c'est beaucoup travailler dans des sujets liés au laminoir, à des grandes fonderies. Trouver des gens qui ont envie de bosser dans des laminoirs aujourd'hui, en France, je suis désolé, ça ne se trouve pas. Et d'ailleurs, des grands groupes comme Arcelor sont obligés de rappeler par moment des anciens salariés qui sont partis très tôt pour voir comment on peut essayer de reformer. Donc on a un sujet, une équation qui est économique, on a évoqué un certain nombre de sujets, mais qu'on doit mettre aussi en parallèle avec l'employabilité ou la nécessité d'aller faire aussi ce type d'industrie qu'on portait très bien il y a une cinquantaine d'années ou il y a une quarantaine d'années. Donc mon propos sur le rattrapage versus des industries d'avenir, c'est aussi une façon de mettre en perspective les formations
de nouveaux employés de demain et de cette volonté d'aller vers d'autres types d'industries. Alors, vous soulevez une très très bonne question. On va terminer là-dessus, Arnaud Montebourg, et on va prendre les questions des personnes qui sont dans la salle. On veut aujourd'hui produire de nouveau des framboises en France, une production franco-française. Je crois que c'est un sujet qui vous intéresse. Que fait-on justement si on n'a pas la main-d'œuvre ? Est-ce qu'on est capable en France encore de susciter ce genre de main-d'œuvre ? Et comment fait-on ? Et est-ce que là, justement, le politique ne doit pas jouer un rôle ? D'abord, pourquoi on prend un emploi dans un secteur, que ce soit la forge, la fonderie ou la culture arboricole, par exemple ? Quand on a un avenir, donc on n'a pas envie de se faire virer dans un an parce que la boîte est en faillite, c'est quand même Arcelor, c'est ça, hein, on ferme tout. Donc, bon, c'est sûr que les gars, ils ne vont pas s'embaucher pour aller se faire virer. Bon, et puis, deuxièmement, c'est le revenu. C'est deux choses qui fonctionnent. Donc, c'est la base, quoi. Donc, les jeunes, vous pouvez leur vendre ce que vous voulez. Moi, j'entends souvent dire dans les réunions de chefs d'entreprise où je vais souvent, les jeunes ne veulent pas travailler. Je dis, ils ne veulent plus travailler comme on nous a demandé de travailler la génération précédente. Mais en fait, ils veulent travailler pour eux-mêmes. Là, c'est pas pour rien que le livre de David Graeber, Bullshit Job, est un best-seller dans la nouvelle génération, c'est-à-dire qu'il y a une crise de l'organisation managériale telle qu'elle a été imaginée par les grands groupes, MBA à l'appui. En fait, ils veulent tous créer des boîtes. Eux, c'est qui est une bonne nouvelle, en fait. Donc il y a du mauvais, il y a du bon. Alors tout ça va se rééquilibrer dans la période. Mais je voudrais répondre peut-être aux turiféraires de l'Union européenne. Non, mais parce que c'est quand même des débats importants. D'abord, Trump. Alors, c'est quand même moi qui vais faire l'éloge de Trump aujourd'hui. Faut le faire quand même. C'est un paradoxe. Mais Trump, il a fait. Je vais vous donner un exemple de ce qu'il a fait, qui pour moi est tout à fait exemplaire, comme projet politique. Il a dit à son industrie automobile, vous allez tous délocaliser au Mexique, Ford, Chrysler, General Motors. Maintenant, je vous interdis de réimporter les véhicules de marque américaine que vous fabriquez, que vous assemblez au Mexique, si vous n'alignez pas les salaires du Mexique, sur ceux de la Californie qui sont les plus élevés, qui sont en l'occurrence voisins. Donc ça, excusez-moi, c'est une très bonne politique qui a pour conséquence, d'ailleurs je crois que ça a été mis en œuvre, alors il y a beaucoup, les salaires ont augmenté au Mexique, ça c'est la nouveauté, parce qu'en fait on diminue les salaires dans les pays riches, mais on n'augmente pas les salaires dans les pays pauvres à la vitesse à laquelle ils devraient, permettant d'assurer des profits monstrueux à des oligopoles qui ont pris le pouvoir de marché, en plus dans nos sociétés. Donc Stiglitz explique très bien ça dans un de ses derniers livres. Donc, franchement, on a tout perdu. Donc là, Trump a décidé d'entrer dans le cœur de... Je suis obligé de faire l'éloge de Trump devant le président de Deloitte. Et c'est lui qui a lancé le mouvement de démondialisation par les mesures protectionnistes auxquelles ont donné lieu des ripostes chinoises et bien faiblement européennes, mais quand même existantes. Et c'est un mouvement salutaire. Donc, il ne s'agit pas de fermer les frontières. Ça, c'est un non-débat. C'est même un débat de mauvaise foi. Le sujet, c'est, comme l'écrivait Hubert Védrine dans un rapport à Nicolas Sarkozy, président de la République en 2000, je crois, 8 ou 9, sur la mondialisation, il dit tous les pays sont à la fois en dosage d'une part de libre-échange et d'une part de protectionnisme. Nous n'avons pas suffisamment de protectionnisme. Et l'Union européenne est incompétente sur le sujet. Nous sommes en face d'empires agressifs, prédateurs, protectionnistes, et nous sommes... c'est ce qu'écrivait Robert Kagan, d'ailleurs, qui nous a décrit, un des théoriciens du Parti républicain. Il a écrit « Nous sommes Marx, dieu de la guerre, et les Européens, c'est Vénus, déesse de l'amour. On aime tout le monde. » Alors, le résultat de cette politique d'incompétence, où sont la régulation des flux migratoires au plan européen ? Une catastrophe.
Où est la mutualisation de la dette du Covid, qui est un fléau européen qui n'est pas lié aux mauvaises gestions des uns ou des autres? On a 40% de notre dette, de tous les pays européens, Allemagne compris, on pourrait les entreposer quelque part à Francfort, dans un coffre-fort, on roulerait la dette dans les livres de la Banque centrale, et déjà on cesserait de faire pression sur la dette locale des nations, qui aujourd'hui sont obligées de prendre des politiques de remise en ordre des comptes publics qui vont se traduire par de l'austérité, contredit eux-mêmes par Draghi, qui dit on a besoin d'investir, car la course à la dette, elle est mondiale, la course à l'investissement public, elle est massive et mondiale, et l'endroit où on va réduire l'investissement, réduire la dette à tout prix avec des États qui sont sous la férule d'une commission qui est aussi stupide que grotesque, dirigée par des gens qui n'ont rien compris à la stratégie mondiale. Heureusement que Draghi nous sauve en portant le débat dans le cerveau, dans ces petits cerveaux qui dirigent la Commission européenne. Eh bien, c'est l'Europe. Et on nous dit, la souveraineté, M. Deloitte nous dit, la souveraineté, c'est là que ça se passe. Pardon, j'ai quelques problèmes à transférer encore des compétences, car celles que nous avons transférées n'ont pas donné la promesse qui nous a été faite. Écoutez ce qu'avait dit Mitterrand face à Seguin en 92. J'ai écouté mon vieux président, j'ai voté Maastricht. Et puis après, alors il se trouve qu'après je suis devenu parlementaire, j'ai découvert ce que c'était que le système, le traité de Nice. J'ai dit à Jospin, je venais d'arriver, j'étais un genou, je lui ai dit, je ne vais pas voter ce truc-là, tu vois, on est en train de se faire étriller. Et il m'a dit, tu votes comme tout le monde. J'ai dit, bon, d'accord. J'ai écouté mon Premier ministre et mon président. Et puis après, on est arrivé à l'élargissement. L'élargissement, c'était déjà la grande générosité, la déesse de l'amour, hein, Vénus. On aimait tout le monde, très bien. On a élargi, nous étions... Alors là, j'ai dit non. Nous étions 19 à nous être abstenus ou avoir voté contre, seulement. Puis après, il y a eu le référendum 2005. Là, on a voté contre. Et là, on nous a dit, ah ben non, vous avez quand même voté oui. Ah. Et donc, le divorce, il est là. Donc maintenant, il va falloir qu'on règle cette affaire. Voilà mon point de vue. Merci infiniment à vous quatre, avec des points de vue très, très tranchés, très différents également. Alors, il nous reste 12 minutes pour prendre des questions dans la salle, s'il vous plaît. Qui veut s'exprimer? Monsieur, oui. Je vous remercie pour toutes ces interventions très intéressantes. Moi, ce que je retiens un peu des débats qu'on a eus ce matin, c'est qu'on sent quand même qu'il y a une prépondérance aujourd'hui de la décision politique dans l'engagement politique, dans l'engagement économique. Et on le ressent très bien aujourd'hui. Et vu la situation actuelle du pays, comment on va faire pour remettre en marche un mécanisme qui fonctionne de la décision politique en France? Parce que ça, c'est quelque chose qui est prépondérant dans les mois et les années à venir, vu l'état déplorable du pays. Voilà. Question pour Arnaud Montebourg. Je partage votre inquiétude. C'est qu'il n'y a plus de lieu de débat. Alors, il n'y a pas que le système politique, il y a le système médiatique aussi qui est défaillant. Les réseaux sociaux ont tribalisé la société, à fracturer. Regardez comment les familles, plus les débats politiques s'accroissent, plus les familles se fracturent. Alors que, bon, avant on parlait politique en rigolant, maintenant on s'engueule. Bon, il se passe des choses quand même assez dures dans cette société, la tension est quand même palpable. Donc on a un sujet aujourd'hui de leadership, c'est-à-dire d'apaisement, de réconciliation des Français autour de solutions qui appartiennent à tout le monde. Moi, je suis désolé, moi, je suis pour le gouvernement d'union nationale, avec du Rassemblement national à LFI. Voilà, moi, c'est ma position. Je pense que c'est le moyen de créer les conditions d'une reprise de dialogue dans ce pays, car tout le monde a quelque chose à dire d'utile pour la nation. Bien sûr, il y a des oukases, des anathèmes, etc. Donc, écoutons, essayons. Bien sûr qu'il y a des positions extrémistes. Ah, ça, c'est sûr, on l'avait remarqué. Mais moi, je suis pour qu'on reprenne le dialogue dans ce pays. Alors, est-ce que ça peut se faire dans le cadre institutionnel actuel? L'élection présidentielle, c'est pas le dialogue. C'est quand même le concours Lépine j'allais dire, c'est presque Miss France.
un peu... Non, mais c'est vrai, c'est devenu ça, l'élection présidentielle. On parle des gens, du conjoint, est-ce qu'il a des enfants, pas des enfants, est-ce qu'il parle bien, est-ce qu'il a fait des études. Bon, tout ça, c'est très intéressant, mais il n'y a pas de débat politique et il n'y a pas de contrat politique à la sortie de ça. Les élections législatives, c'est meilleur. Parce que c'est un contrat, puis déjà, on peut toucher le candidat, on peut aller le voir. On peut aller dans la salle à Saint-Raphaël, demander à monsieur le député du coin, je ne sais pas qui c'est, donc c'est pas du tout, je ne nomme personne, et lui dire, dites donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et on se fait une opinion. Donc ça, là, il y a un contrat qui peut jouer. Mais pour ça, il faut que les partis politiques fassent des contrats avant, puis acceptent de les mettre en œuvre après. Là, on a un petit sujet. C'est-à-dire qu'on fait voter les gens ensemble parce que, soi-disant, il y a une alliance qui s'est faite en quelques jours, mais après, on ne veut pas gouverner ensemble. Donc là, il y a un petit problème. Donc, parce qu'il n'y a pas eu de contrat. Donc, on a besoin de retrouver le dialogue et un dialogue contractuel. Voilà, excusez-moi, contractuel. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Je ne suis pas d'accord là-dessus, mais je peux être d'accord là-dessus. Je peux être d'accord là-dessus. Échange de bons procédés. Voilà, moi, c'est une position, bon, évidemment, ce n'est pas une position politiquement correcte, mais je m'en contrefiche. Autre question? Oui. Bonjour, Flavien Ourcel, étudiant à HEIP aux études internationales et politiques à Bordeaux. J'ai entendu dire dans ce débat qu'il fallait réindustrialiser la France, que c'était un enjeu sécuritaire, notamment sur les médicaments, vous l'avez dit, monsieur le ministre. Moi, j'aimerais savoir comment et par quels moyens la France et l'Union européenne va pouvoir faire avaler la pilule aux classes pauvres et moyennes que vous avez décrites comme des classes qui s'appauvissaient de plus en plus, pour leur faire acheter ces produits qui doivent être aujourd'hui réindustrialisés en France et dans l'Union européenne sans que ça n'impacte leur portefeuille déjà bien maigre. Oui. Il y a un point, c'est le point effectivement du signal prix. Un des obstacles de la relocalisation, de la réindustrialisation de l'Europe qui est nécessaire, c'est effectivement qu'on craint que ce soit plus cher. Parce que, indéniablement, nos amis chinois savent produire à très bas coût et ont des gains d'efficience et des gains de qualité. Aujourd'hui, la Chine, comme le Japon, il y a 20 ans, en termes de qualité, est bien supérieure sur leurs produits à ce qu'on sait faire en Europe, parce que ça fait beaucoup plus longtemps que nous qu'ils le font. Nous, on a arrêté. Donc, il y a un démarrage. Donc, il y a des réponses néanmoins à ça. L'aide publique, elle peut effectivement aider à avoir un signal prix qui soit compétitif, qui soit achetable par les populations. Il faut créer le marché. Donc, il faut être stratégique dans les produits qu'on va réindustrialiser. Je rejoins Gilles. Pour moi, c'est plutôt les produits du futur. Prenons un exemple. L'économie circulaire. Alors, je connais parce qu'on cite beaucoup Deloitte. C'est Deloitte qui a aidé Renault à faire son usine d'économie circulaire à Flins. Vous voyez, on n'est pas que dans la mondialisation. Mais parce que l'économie circulaire, pour moi, au-delà de la pensée magique sur la souveraineté, c'est la vraie souveraineté. Parce que les matières premières, les terreaux rares qu'on n'a pas, on est en train de raser des forêts pour avoir ces matériaux rares, ce qui pose des problèmes à personne, visiblement. Là, on est tous d'accord. On n'est pas d'accord pour envoyer des emplois en Chine ou en Afrique, mais on est d'accord pour leur piller leur territoire. Étrange. Donc, mais là, avec le recyclage, on les a, ces matériaux rares. On les a, ces matières premières. Elles sont là. Donc, allons plus vers l'économie circulaire, d'économie verte, de décarbonation. Donc, pour moi, ce n'est pas réindustrialiser. C'est une nouvelle industrie en Europe autour d'une transition écologique où là, le signal prix est moins fort, du coup. Parce qu'on est sur quelque chose de nouveau. Donc, on est moins en compétition avec le l'iPhone 15 ou 28 ou je ne sais pas quoi. On est sur quelque chose de nouveau. Et je pense que les populations, surtout les jeunes comme vous, sont une attente d'une économie plus responsable, plus respectueuse de son environnement. Donc, sinon, je vous dis, voilà. Pardonnez-moi, mais il n'y a pas un problème de coût du travail aussi, quand même? Le coût du travail. En réalité, le coût du travail en France, il est relativement compétitif sur les bas salaires. Il est beaucoup plus élevé sur les salaires qualifiés, donc les salaires plus importants. Ce qui fait que la plupart des cadres dirigeants, y compris le groupe français, ne sont plus en France. Ils sont à côté parce que ça coûte moins cher à l'employeur et ça permet à l'individu de gagner plus. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et donc le coût du travail n'est pas tant un obstacle. Je pense que je préfère que les salaires nets augmentent que de baisser le coût du travail. Pour ma part, ça serait plus intéressant pour les travailleurs. Mais oui, il y a peut-être un problème d'incitation au travail, dans ce sens de motiver. Mais je pense qu'on travaille plus ces jeunes générations à aller travailler dans les nouvelles industries de recyclage que dans les anciennes. Donc je pense que c'est plus vers le nouveau qu'on évite l'obstacle du signal prix que vous évoquez et qu'on réindustrialise ou qu'on crée une nouvelle industrie en Europe qui sera celle du futur et qui évitera la compétition frontale de nos amis chinois. Alors, pour répondre à la question du jeune homme, très concrètement,
Vraiment, très rapidement, Arnaud Montebourg, parce que je voudrais qu'on prenne une dernière question. Votre compagnie des amandes, qui produit des amandes, sont-elles plus chères parce qu'elles sont franco-françaises? Et comment vous faites accepter justement le fait de payer plus cher parce que c'est français? Dans tous les produits, vous avez un segment qui aujourd'hui n'est pas couvert, qui est le prix du local et qui a une valeur, qui a une meilleure qualité, qui a plus de vertus. Et donc le consommateur accepte de payer le prix. De toute façon, pour répondre à la question du signal prix, de manière générale, il va y avoir une restructuration de la consommation, forcément. C'est une société différente. D'ailleurs, la société décrite par Jean Pisani-Ferry dans son rapport sur le coût de la transition écologique, vous allez avoir des produits que nous allons produire en Europe parce qu'ils seront vertueux, décarbonés, avec de l'électricité, de l'énergie d'origine nucléaire, etc., eh bien, ils vont être beaucoup plus chers. Donc, on va les consommer différemment, en moindre importance. Exemple, le véhicule électrique. Aujourd'hui, vous avez une augmentation de la durée d'usage des véhicules thermiques en fin de course qui est passée en quelques années de 10 à 12 ans, parce que les Français n'accèdent pas au véhicule électrique qui est beaucoup trop coûteux. Donc cette question est un défi à la fois pour la politique publique de l'Union européenne, qui a mis les constructeurs sous amende s'ils ne remplissent pas l'objectif de 2035, je crois, de ne plus produire de véhicules thermiques, et en même temps sous la férule des consommateurs qui disent vos véhicules sont trop chers pour nous, donc on n'en veut pas. Donc ça, c'est les impasses de la transition énergétique. Donc on a à gérer le double mouvement, décarbonation, relocalisation. Donc vous allez avoir des choses qu'on ne va plus consommer. On va retrouver les jouets en bois de mon enfance, qui étaient beaucoup plus rares. Nous, on avait des Noëls assez frugaux. Pourtant, mes parents étaient fonctionnaires. J'étais fils unique. Ils pouvaient me payer un Noël. Mais franchement, c'était pas ce qu'on a fait avec nos enfants à nous et du plastique chinois. Donc l'alimentation, ça va coûter plus cher, mais excusez-moi, dans les années 60, l'alimentation, c'était 20% du panier des ménages. Le logement, beaucoup moins. Aujourd'hui, le logement, à cause de la spéculation immobilière, de l'inflation immobilière et de l'amour des Français pour l'immobilier, une nation de propriétaires, eh bien, c'est 40% du panier des ménages en location ou en remboursement de crédit. Donc, ces choix-là, c'est des préférences collectives. Donc, il y a un moment, on va faire peut-être d'autres choix. On va moins acheter de choses qu'on achète beaucoup aujourd'hui. On va dépenser moins sur les transports parce qu'il va falloir que les investissements publics s'accroissent sur les transports publics, etc., etc. Bon, certains dans les villes ont abandonné la voiture pour le vélo. C'est une grosse économie et donc un gain de pouvoir d'achat. Donc cette restructuration, c'est une société nouvelle qui est en train de se dessiner. Donc on ne peut pas raisonner en statique sur les prix vont monter, donc je suis cuit comme consommateur de base. On va être obligé nous-mêmes de faire évoluer nos arbitrages comme consommateurs, et les politiques publiques vont devoir faire évoluer leurs arbitrages comme stimulants de producteurs. Voilà. Donc je pense que dans cette part-là, le libre arbitre restera quand même préservé, puisque c'est le fondement de notre société, c'est la liberté. Dernière question pour clore ce beau débat sur l'engagement par l'économie. Dernière question et réponse malheureusement qui sera trop rapide. On peut prendre encore 2-3 questions? Non. Oui. D'accord. Bonjour. Oui, j'aurais voulu vous entendre sur les enjeux environnementaux. En fait, on n'en a pas parlé dans ce débat. Et j'aimerais savoir comment vous voyez l'engagement par l'économie face aux catastrophes environnementales qui vont inévitablement toucher notre pays comme les autres. Le tissu industriel, l'agriculture, bien sûr. Et comment on fait face à ça? Est-ce qu'on passe par de la planification? Est-ce qu'on laisse le marché, les grandes multinationales gérer tout ça? Quel est votre point de vue? Alors Christophe Rameau veut vous répondre. Oui, sur le XXIe siècle, c'est un siècle vert, si je puis dire. Hein. C'est vraiment la question centrale.
et ça fait un lien avec la question précédente, hein. Est-ce qu'on préfère avoir des chômeurs qui achètent des produits peu chers avec des dégâts environnementaux colossaux, ou des travailleurs qui sont relativement bien payés, qui achètent des produits locaux avec des règles environnementales? Prenons l'exemple de la voiture électrique. La voiture électrique, potentiellement, c'est moins cher et moins coûteux qu'une voiture thermique. Parce que quand vous soulevez le capot d'une voiture électrique, si je puis dire, c'est beaucoup plus bête qu'une voiture thermique, il n'y a pas de carburation, etc. etc. Donc l'essentiel, c'est la batterie. Voilà. Donc potentiellement, la voiture électrique, c'est moins cher que la voiture thermique. Le problème qu'on a, c'est qu'on a des grands groupes français et européens qui ont fait le choix de la profitabilité à court terme, qui se sont spécialisés sur les SUV qui ne sont pas très écolos, qui sont spécialisés sur ce segment-là. Et donc on a laissé à la Chine le soin de développer les petites berlines électriques qui sont moins coûteuses. Catastrophe industrielle en vue et qui commence notamment en Allemagne, mais qui arrive en France aussi. Quelle est l'alternative? Mais en France, on a là une carte maîtresse à jouer. Il se trouve que, pour des raisons historiques, on a une énergie électrique qui est décarbonée grâce au nucléaire. Et puis on pourrait dire aux constructeurs, avoir comme règle politique de dire, ça c'est l'échelle nationale, c'est pas l'échelle européenne, c'est de dire, ben écoutez, en France, pour le social et pour l'écologique, on va imposer une règle simple. La voiture électrique, c'est bon pour l'environnement par rapport à la thermique. Mais si cette voiture électrique, elle est produite avec de l'énergie carbonée, ce qui est le cas dans la plupart des autres pays, pour produire une voiture, c'est ce qu'on appelle l'énergie grise, ça correspond aux 100 000 premiers kilomètres de la voiture. Si cette voiture électrique, elle est produite avec de l'énergie carbonée, et qu'en plus, dans plein de pays, elle est alimentée, CF l'Allemagne par exemple, avec de l'énergie électrique carbonée, c'est pas top en fait pour l'environnement. Et bien en France, on a de l'énergie électrique décarbonée, et donc on impose une règle simple. La voiture électrique doit être produite avec de l'énergie décarbonée, principalement. Alors, et donc elle doit être construite en France. Et donc je termine sur un point. C'est pas l'alpha et l'oméga pour répondre à la question de monsieur sur les catastrophes climatiques proprement dites. Voilà. La principale catastrophe climatique, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Il y en a d'autres, la biodiversité, etc. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas 36 solutions. C'est la fameuse équation de Kaya, c'est l'économiste japonais. Soit sur la population, la production, ça c'est les tests sur la décroissance qui me semblent complètement une impasse. Et les deux variables sur lesquelles il faut jouer, c'est consommer moins d'énergie par point de PIB qu'on produit, et c'est décarboner, on va continuer à utiliser de l'énergie, décarboner l'énergie. Donc c'est les deux dernières variables, c'est l'enjeu du découplage. Et quand j'entends certains écologistes, parce que moi je me considère comme écologiste, disent mais c'est pas possible, parce que le découplage absolu n'est pas possible, c'est faux. Le découplage absolu, en prenant en compte ce qu'on appelle l'empreinte carbone en France, ça prend en compte les émissions de gaz importées avec les importations, eh bien l'empreinte carbone en France, il y a un découplage absolu depuis 2005, ça baisse considérablement, pas assez, pas suffisamment vite, mais donc il faut accélérer. Accélérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller beaucoup plus, et donc il y a besoin d'intervention privée et d'intervention publique ici, consommer moins d'énergie par point de consommation. Donc il y a l'enjeu de la rénovation thermique du bâtiment, des transports collectifs, de la bascule vers véhicules électriques, etc. Voilà, donc ça, voilà. Et puis ensuite, accélérer, on va continuer à consommer de l'énergie. 80% de l'énergie finale qu'on consomme aujourd'hui, c'est de l'énergie fossile en France. Donc il faut électrifier les usages et avoir une énergie électrique décarbonée. Et donc là, il y a tout l'enjeu du nucléaire, aussi des ENR, parce que malheureusement, on ne peut pas sortir des centrales nucléaires comme ça du jour au lendemain, d'accord? Mais c'est vrai que moi, je suis un chaud partisan du nucléaire. Et en plus de ça, on a des cartes en main ici. Alors je termine sur un point, parce que là, on est d'accord. Je suis pour des politiques européennes, mais attention au tour de passe-passe, qui consiste à dire « Ah oui, je suis pour l'intervention publique, mais à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale. » On connaît ce discours, qui est un discours de défausse, en fait, qui est un discours de défausse. Donc, le problème de l'Europe, c'est que la construction européenne, depuis 40 ans, c'est une construction européenne qui est au service de la déconstruction, de la destruction des États sociaux nationaux. Et donc, il faut mettre l'Europe, et je suis pour l'Europe, au service des États sociaux nationaux. Et ça suppose de ne pas trop lui prêter à l'Europe. C'est déjà lui prêter beaucoup. Donc moi, je suis pour augmenter, par exemple, le budget de l'Union européenne. Oui. Mais attention à ne pas trop lui prêter, parce que ça, on sait que ça signifie on dessaisit les peuples à nouveau. Au nom de l'Europe, et moi je suis pour l'Europe, on les dessaisit à nouveau pour ne pas faire ce qui devrait être fait. Et je répète, l'intervention publique, c'est la protection sociale,
les services publics, et ça ne sera jamais fait à l'échelle européenne. On ne va pas faire des crèches européennes, des écoles européennes, des hôpitaux européens, on ne va pas faire des retraites européennes. L'intervention publique, elle passe dans tous les pays au monde par l'échelle nationale. Merci Christophe Ramon. Réponse de Mettons de Jean-Marc côté le monde de côté Moncellato l'Europe, parce que ça demanderait une autre table pour ronde sur l'engagement par l'économie, Sur effectivement, l'engagement, par je rapport pense aux qu'il défis. y a l'engagement public qui est évident, notamment sur la production d'énergie, mais il n'y a pas que ça. Et l'entreprise aujourd'hui, déjà, sans attendre la puissance publique, est déjà une puissance active dans la décarbonation et dans une transition écologique. Prenez les verres, quand vous prenez des bouteilles en verre, la production de verre, c'était très carboné. Bon, bah, on a aidé les producteurs de verre à le décarboner complètement. Ça se fait. Et est-ce qu'on va assez loin et est-ce qu'on pourrait faire plus pour aller plus loin là, par rapport à la question qui nous est posée en Europe, parce que l'Europe a quand même fait du bon boulot là-dessus. La réglementation européenne fait que les entreprises en Europe aujourd'hui, elles n'ont pas le choix, elles doivent communiquer et intégrer dans leur création de valeur leurs externalités. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je fais des profits, mais je ravage l'environnement, c'est pas grave, je fais des profits. Désormais en Europe, et l'Europe montre la voie, et là c'est l'Europe, c'est pas la France, c'est l'Europe, montre la voie, en disant maintenant vous êtes gentils, toute entreprise, y compris non européenne en Europe, si vous faites des affaires en Europe, vous allez nous communiquer ce que vous dégradez dans l'environnement pour faire vos profits, et on va retraiter vos profits négativement. Ça, c'est vertueux parce que dans le temps long, ça change un modèle économique profondément. Les entreprises s'engagent, et elles le font. Et maintenant, il faut se parler franchement, il n'y a pas de baguette magique, on ne va pas tout résoudre en 2 jours. Oui, ça va prendre du temps. Oui, on va avoir des catastrophes climatiques qui vont continuer, parce que ça fait plus d'un siècle qu'on a un mode de vie complètement insoutenable et que les décideurs publics et les chefs d'entreprise l'ont ignoré pendant trop longtemps. Donc on ne va pas tout résoudre, mais on est sur le bon chemin en Europe. Ce n'est pas le cas partout, parce que les Américains, ils sont gentils, mais avec leur gaz de schiste, je ne pense pas qu'ils vont régler grand-chose. Donc comme quoi. Mais en Europe, il faut se donner de temps en temps, il faut donner le moyen aux entreprises, laisser la liberté aux entreprises. Moi, je suis pour réduire massivement les subventions publiques et massivement les prélèvements publics. Parce que le tour de passe-passe qui consiste à prélever plein d'impôts pour les redistribuer dans le système, ça n'a jamais marché nulle part. Donc, laissons la liberté aux entreprises, que l'État régule au niveau européen, au niveau français. On est embarqué, ça va être long. Il faut changer les modes de vie. Pour une fois, je rejoins le ministre. Il faut changer nos modes de vie si on veut que ça réussisse. Les entreprises en Europe sont engagées, pas partout dans le monde. Les régulateurs en Europe sont aussi engagés, quoi qu'on en dise. Il faut prendre du temps et il faut que les citoyens continuent à faire pression sur leurs élus pour accélérer dans cette transition, oui. Alors, dernière question, monsieur. Jean-François Elfrécy, médecin. Je voudrais revenir sur le problème de la mondialisation. Parce que de façon, c'est un point fondamental des 30 dernières années et on ne peut pas laisser raconter n'importe quoi. La mondialisation, c'est à la fois un aspect économique, mais c'est aussi des aspects sur la santé, c'est des aspects sur l'alimentation, vous l'avez dit d'ailleurs, mais on le répète. On est capable de faire face à la démographie du Sud global dans les 30 prochaines années grâce à la mondialisation. La durée de survie dans les pays du Sud a considérablement augmenté. Enfin, il y a toute une série d'éléments extrêmement positifs qui ont existé et qui demeurent. C'est donc un acquis, et c'est un acquis important. Là où Montebourg a raison, c'est que c'est une décision qui a été prise en dehors du citoyen. Elle a été prise par des politiques de droite ou de gauche, d'ailleurs, dans les années 90, et par un certain nombre d'élites. Mais cela dit, il y a aussi un certain nombre de décisions qui sont prises par les politiques en dehors des citoyens à un temps donné et qui s'avèrent extrêmement payantes sur les 20 années qui viennent. Alors juste, ma question et remarque, c'est fini. Cette mondialisation, elle est terminée. Elle est terminée parce qu'elle était dans un modèle de nord vers le sud. Et maintenant, la mondialisation, c'est le sud global qui va le demander. C'est le sud qui va le construire. Tous nos arrangements de post-onusiens, de construction post-guerre, etc. Mais c'est terminé, on n'a plus la main. On n'a plus du tout la main. La main, elle est du côté d'un certain nombre de grandes nations, en dehors même de la Chine, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, du Brésil, qui est en train de démarrer également. C'est eux qui vont avoir la main de la nouvelle construction. Donc, sur la réponse que nos pays peuvent apporter, eh bien, c'est de foncer dans l'innovation. Vous me faites pleurer quand vous parlez du Doliprane, en tant que médecin. On peut avoir une petite pénurie de Doliprane à un temps donné. Vous allez me dire que c'est symbolique, mais on s'en fout. Il y a 4 ou 5 produits qui sont l'équivalent du Doliprane. Si je vous parle des innovations sur les nouvelles molécules sur l'Alzheimer, sur les traitements du cancer, c'est là où il faut aller en médecine. Et c'est là où il faut aller. C'est là où on va se retrouver avec l'intelligence européenne et peut-être française en particulier. C'est pas d'aller dans le quotidien, c'est de se sortir vers le haut, vers de l'innovation. Et c'est là où il faut qu'on aille, c'est là où il faut qu'on pousse les jeunes à aller.
Alors, réponse. Moi, j'aimerais entendre Gilles Bonenfant et conclusion d'Arnaud Montebourg. Alors, 2 remarques. J'évoquais tout à l'heure la réindustrialisation sur les sujets innovants et d'avenir. Donc, je vais assez dans votre sens et pas sur l'industrie de rattrapage. Petit débat là-dessus, mais je le crois. Moi, je revenais sur la question du jeune homme tout à l'heure sur comment on fait si les prix augmentent. Ben, je trouve qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qui a beaucoup bougé, c'est l'achat public et l'achat des entreprises. Les réglementations nous poussent. Et de plus en plus, l'achat local, la non-délocalisation d'une partie de ses effectifs ou de sa production est pris en compte dans la capacité à soumettre à des marchés publics ou soumettre à des entreprises ou dans des accords cadres des grands groupes. Et ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé depuis 1 an et demi. Je trouve une grande évolution là-dessus. Et ça, c'est de nature à soutenir ce que votre question tout à l'heure, c'est-à-dire finalement, on va favoriser et on gagne des points dans l'acte de vente si on est capable de prouver qu'on a une production, une capacité à être localement. Donc ça recrée cette logique circulaire dont parlait Jean-Marc tout à l'heure et qu'on évoquait, qui est de nature à traiter aussi le problème environnemental et écologique, parce qu'on produit localement, on achète localement, et plus les marchés publics, plus les marchés des grands groupes se feront là-dessus, puis finalement on recréera cette logique-là. Monsieur le ministre. Alors sur la question de l'innovation, Arnaud Montebourg, le Doliprane, on s'en fout. Alors monsieur n'a pas tort, parce qu'effectivement, on a l'équivalent du Doliprane. Donc comment on construit d'abord, la France? D'abord, le Doliprane, c'est Macron qui fait une petite fixette sur le Doliprane. Il nous a fait un feuilleton de 4 ans. Moi, je vous parlais des médicaments alcaloïdes qui sont beaucoup plus... Et puis, il y en a pour 10 milliards. C'est pas une petite affaire. Et j'approuve parfaitement ce qui a été dit par le professeur à l'instant. Et d'ailleurs, tout le problème, c'est que la plaque européenne sur l'innovation médicale est totalement bureaucratisée. Donc, toutes les biotech foutent le camp aux États-Unis. Bon, voilà, c'est dommage, mais c'est vrai. Je peux vous parler du biocontrôle dans l'agriculture. C'est quand même les stratégies alternatives à l'agrochimie sur toutes les productions. Vous savez qu'il y a eu une crise agricole où le gouvernement a été accusé d'avoir interdit un certain nombre les gouvernements successifs, d'avoir interdit un certain nombre d'intrants agrochimiques sans aucune solution alternative. Donc qu'est-ce que font les agriculteurs? Ils arrachent, ils arrêtent, parce que le concurrent, lui, rentre et nous le consommons avec les produits interdits de production sur le sol français. Donc ça, c'est la bureaucratie du système. Il faut 7 ans pour obtenir une autorisation d'un produit naturel de biocontrôle, quand aux États-Unis, il faut 18 mois. Voilà. En Chine, quelques amitiés au Parti communiste chinois. Voilà, c'est un peu différent. Alors, si je voulais résumer, je dirais, finalement, vous me permettrez une conclusion qui n'en est pas une. En fait, là, le désir de souveraineté des nations, des peuples, qui pousse partout, dans lequel je me reconnais, par exemple. Le désir de transformation écologique des modes de consommation et de production, dans lequel nous nous reconnaissons probablement tous, peu ou prou. Ces deux éléments structurants de l'engagement économique de tous les acteurs, que ce soit le consommateur dans ses actes quotidiens, l'entrepreneur, l'investisseur, le financier, bref. Ces éléments-là nous conduisent à devoir imaginer, réimaginer des modes de production à côté de chez nous, en fait, en gros. Le marché, naturellement, ne le fait pas. Voilà. D'ailleurs, quand vous écoutez ce que dit le représentant de l'Ouad qui conseille les grands groupes, vous voyez, non, pas de problème, on continue comme en business as usual. C'est ce qu'on observe dans la plupart des attitudes mondiales. Néanmoins, il va bien falloir le faire. Donc, c'est donc par la politique que ça va se réaliser. Et je vous renvoie au rapport de Pisani-Ferry sur les conditions dans lesquelles on va pouvoir, très sérieux, très intéressant, sur les conditions de la transition écologique. Il dit il n'y a que la décision politique pour financer, pour traiter les problèmes par la planification et donc y compris par la réglementation autoritaire.
Bon, alors, plus ou moins autoritaire. Alors c'est soit des taxes, soit des interdictions. Vous voyez l'ambiance quand même, dans ce que ça produit comme retour de bâton, hein, de rejet dans la société. Donc, mais pour ça, il faut un système politique pour faire ça, où on peut faire des compromis entre des intérêts tout à fait divergents. Or, on ne l'a pas. En Europe, surtout pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de légitimité à tout ça. Et vous voyez que le Green Deal, c'est 2000 réglementations qui vont tomber dessus à jet continu, sans aucune légitimité de cette réglementation. Et puis là, vous avez les divisions des sociétés qui fait que les décisions politiques sont paralysées. Bon, donc, on a un problème de gouvernance, de gouvernement, pour être en mesure de prendre des décisions aussi importantes. Donc ce n'est pas en les confiant à d'autres encore moins légitimes qu'on y arrivera, c'est en réformant nos comportements, nous-mêmes, politiques. Donc en fait, c'était une table ronde économique, eh bien nous n'avons fait que de la politique. Merci. Merci à tous. Merci Christophe Rameau. Merci Gianmarco Monsellato. Merci Gilles Bonenfant. Et évidemment, immense merci à Monsieur le ministre Arnaud Montebourg. Et tout est dit. Tout commence en économie et tout finit en politique ou inversement. Bon courage pour la suite de votre